La neige et l'air, l'eau et les rochers, le feu et la glace. Cette course constitue le plus grand défi au monde. Le prix le plus élevé de l'histoire, Mégaton. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et voilà, comme je vous le disais juste avant ce générique formidable, bienvenue sur le podcast de Creepshop.com. Alors ce mois-ci, on vous parle de Nanar, les amis, donc un podcast pas piqué des hannetons, comme d'habitude. Ce mois-ci, nous sommes toujours en présence des habitués, Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. On se réveille un petit peu. Oui, pardon. Ça va? Ça y est, en fait, il faut que je vous dise qu'il y a Métamorphosis qui passe en même temps pendant qu'on va vous faire ce podcast et que Bruno est déjà complètement immergé dans le film, donc a priori on va pas l'entendre beaucoup. François qui nous fait une fois de plus le plaisir de nous recevoir dans son salon. Bonjour François. Bonjour Joe. Comment vas-tu? Mais toujours très bien. Eh bien écoute, c'est parfait. Et vous l'avez plébiscité, vous l'avez aimé, vous l'avez apprécié pendant le dernier podcast et du coup nous l'avons fait revenir pour vous l'avez le plus grand conspué. plaisir des petits comme des grands. Louis, mon cher ami, comment va-t-on? Bah ça va bien, on va parler du seul sujet sur lequel j'ai des connaissances, je pense. Bon, eh ben écoute, alors allons-y. Étant donné qu'on n'a pas spécialement préparé de plan pour ce podcast, on va le faire un petit peu à la one again, comme on le fait régulièrement. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme ça qu'on se débrouille le mieux. J'avais envie de dresser que vous dressiez, vous, chers invités, votre top un petit peu des nanars. Alors je sais que Bruno m'en parlait déjà hier, il m'a dit alors moi j'ai ma sainte trinité des nanars, je viens pour parler de ça et tout. Alors allons-y, fais-nous donc partager cette trinité formidable, Bruno, si tu le souhaites. Eh bien, Joe, comme tu le disais en début de podcast, donc c'est à l'occasion de la sortie Story of Ricky qu'on s'est dit que ça serait sympa de faire un petit panorama des meilleurs nanars, je dirais. Alors Story of Ricky, il fait partie de tes 3 nanars préférés, justement? Story of Ricky, voilà, justement. D'accord. Il en fait partie. Et alors Story of Ricky, pour la petite histoire, c'est Louis, ici présent, je crois, qui me l'a fait découvrir. Louis, tu confirmes? J'ai dû te le ramener. J'ai dû te le ramener. Bon, maintenant, Story of Ricky, déjà à l'époque, il y avait une certaine réputation. Il date de quand ce film? Story of Ricky, ça doit être 86. Ah oui, c'est ça. J'aurais dit dans les années 90, moi, tu vois. Ça fait quand même un moment. Story of Ricky, eh bien écoutez, je vais vous dire, ça date de 1991, et très exactement. 1991. Bah, autant pour moi. Et donc vous avez découvert ce film tous les deux ensemble? Bah en fait, pour la petite anecdote, est-ce que c'était sensuel? En fait, quand j'ai tenu Movies 2000 pendant pas mal d'années, c'est-à-dire 6 ans, Louis était un habitué du samedi après-midi. Et le samedi après-midi, on avait à Movies 2000 pour coutume exactement, de se passer une après-midi nanar généralement. Donc c'était assez rock'n'roll, on se marrait bien. D'accord. Il y avait pas mal de gens qui venaient, donc ça squattait beaucoup en fin de journée. Et Story of Ricky, je crois que je l'ai découvert dans ces conditions, il me semble. Oui, non, mais c'est ça. Et je peux vous assurer que découvrir un film comme Story of Ricky accompagné de plusieurs personnes, oui, j'imagine. Ça se prête vraiment à la découverte d'un joyau, quoi. Oui, j'imagine surtout les personnes qui traînent habituellement chez Movies 2000 et qui ont une certaine culture également en la matière, j'imagine. Alors racontez-nous un peu l'histoire de ce film incroyable, Story of Ricky. Louis, vas-y, je t'en prie. Oui, alors déjà, ce qui est bien avec Story of Ricky, on va essayer de parler que de films comme ça. C'est un nanar, mais c'est pas chiant. Voilà. Story of Ricky, c'est l'adaptation d'un manga que j'ai pas lu, qui s'appelle Riki-Oh, c'est l'histoire de Ricky. Et alors, faut savoir que c'est une adaptation super fidèle. Mais du coup, le manga, c'est un manga nanar au départ ou c'est un bon manga? C'est un manga qui est sorti dans la collection Ultra Violence chez Jump. Ouais. Voilà. Donc déjà, ça te place un peu et là, je n'ai plus la main dessus, mais j'ai les 3 premiers tomes en japonais. Et en fait, ça résume les 3 premiers tomes, le film. Et c'est ultra fidèle. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dedans mal fait, c'est dans le manga. D'accord. Il y a tout. C'est tout pareil. Mais c'est une des meilleures adaptations de manga qu'on puisse trouver à l'écran. Hein. J'imagine, écoute, je te crois sur parole. C'est l'histoire de Ricky, en fait, c'est un mec trop sympa et tout. Alors il sort avec une fille et il a des flashbacks, ils conduisent un avion miniature, amoureux. Ils sont trop amoureux. Jusqu'à ce que la fille se fasse violer par des dealers ou je ne sais quoi. D'accord. Ricky est pas content, il leur casse la gueule et en fait il est super puissant parce qu'il a eu un entraînement pour casser des pierres tombales. Alors, à propos de la fiancée de Ricky, j'aimerais quand même préciser
que bon, il la viole effectivement, mais il ne la tue pas. Elle se tue toute seule en sautant dans le vide. Oui. Et d'ailleurs, c'est un plan, raison, c'est un plan assez mémorable, Joe, dans le film, parce que tu la vois sauter de face et elle atterrit de dos. Donc ça, c'est un des plans. C'est comme les tartines dans le film. C'est comme des chats, quoi. Elle se retourne quand elle tombe. Voilà. Et donc en fait, il fait des cratères dans la tête des mecs. Et donc il se fait arrêter. Il se fait tirer dessus 27 fois à peu près, un peu comme 50 Cent, qui a à peu près la même histoire. Il va en prison de bon gré, sauf qu'en fait en prison, il y a que des salopards. D'accord. Le directeur est un salopard qui se transforme en monstre, accessoirement. Ouais. Il a un assistant avec un œil de verre et un crochet. Enfin bref, voilà. Et donc il a un fils aussi. Il a un fils complètement à la mince. Gros baise mal habillé. Et Ricky arrive en prison et là il trouve que c'est vraiment trop injuste. Alors il explose les gens, mais il les explose vraiment en fait. Ouais, non, mais attends, il n'explose que les méchants. Oui. Parce que c'est une prison qui est gouvernée par des gangs, il y a 4 ailes et il y a un boss dans chaque aile et ils font la misère aux petits gentils. Enfin, il y a des gentils en prison en fait dans ce film, il y a des gens ils sont là mais ils auraient pas dû être là, tu vois. Mais oui, comme dans toutes les prisons, il y a toujours des gentils. Évadés, quoi. Les prisons sont privées aussi. Au début, on t'explique ça fait très Carpenter, puis après on n'en parle plus. Ouais, alors, c'est vrai que le début fait vachement Carpenter. Au début, on a vraiment l'illusion de voir un film maîtrisé, quoi. C'est-à-dire, ça commence comme la musique tonale un peu la dès qu'on voit la tête de l'acteur. Oui. Dès qu'on voit la tête de l'acteur qui a un charisme démentiel. Non, c'est foutu, quoi. Mais là, je le dis tout de suite à ceux qui nous écoutent, moi perso, c'est un de mes films préférés et j'ai vraiment un amour sincère pour ce film et je le considère pas du tout comme un film ridicule. C'est un film que tu peux te remater comme ça. Mais je l'ai vu. Une dizaine de fois et je le ramène à chaque fois que mes potes me disent on se fait une soirée nanar, je le fous dans mon sac, quoi. parce qu'il faut avoir vu Story of Ricky, quoi. Ça passe bien, ça passe bien, c'est assez le rythme est assez soutenu, il explose des mecs, c'est-à-dire à un moment la scène que tout le monde connaît, c'est le gars qui explose une tête en mettant une baffe en gros. Mais sinon à un moment Ricky se bat contre le premier boss et il éventre le gars, mais le méchant, comme il est vraiment très méchant, et il essaye d'étrangler Ricky avec ses intestins en fait, avec ses propres intestins. Une photo de ça. Voilà. Donc c'est la scène. Mais avant Ricky se fait couper le bras. Alors il a mal à son bras. Alors il sort les tendons de son bras et il fait un nœud quand même en les attrapant dans sa bouche, quoi. D'accord, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Et d'accord. Et donc là, le film sort enfin en DVD chez 7. Ouais. C'est même assez hallucinant. Moi, j'ai une superbe édition collector Zone 2 anglais HK Legend quand même, je dois dire, avec une tonne de bonus, etc. Enfin, c'est bien la preuve qu'il y a un public quand même pour ce film, parce que quand on voit la gueule de l'édition anglaise, qui est sortie chez un éditeur plutôt, donc HK Legend, c'est pas le dernier éditeur, on va dire. Non, effectivement. Ouais. Ça prouve bien que le film jouit d'une renommée. Voilà, quoi, il y a un travail derrière et en France 7 c'est pareil, c'est plutôt bien, quoi, pour le film. Je pense il y a du bonus. Certainement, oui, je pense qu'ils ont dû reprendre une partie des bonus du Zone 2 anglais, à mon avis. J'espère qu'il y a un director's cut et des scènes coupées. des scènes de coupe. Des scènes de coupe en plus. J'espère qu'il y a des scènes de coupe. D'accord, donc Story of Ricky, un de tes 3 nanars préférés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoute, il y a Carnosaur 3. Alors je vous entends tous les 3 en parler de Carnosaur 3, que je suis un petit peu déçu de ne pas avoir vu du coup. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Alors cette fois-ci, j'ai envie que François, tu commences à nous en parler. Carnosaur 3, le voilà qui ressort son DVD. Voilà, mon super DVD. c'est Backfilm, c'est une production Corman. Ah bah voilà, production Roger Corman. D'accord. C'est quand même extraordinaire. Les 2 premiers, c'était déjà Corman? Oui. Ouais, Carnosaur. Donc il a insisté. C'est un sous Jurassic Park, quoi, avec des militaires, avec des scènes improbables, avec des dinosaures en plastique, avec tout ce qu'il faut. Non, c'est un bon film. Il y a écrit en bas du DVD Carnosaur 3 clos avec brio la fantastique saga des Carnosaures, produite par Roger Corman. Alors c'est vrai et c'est faux en fait. Parce qu'ils ont fait un Raptor qui est un Carnosaur 4 et en fait c'est un montage de toutes les scènes de meurtre des 3 premiers films avec des acteurs qui rejouent au mieux possible pour que ce soit raccord, c'est-à-dire que les mecs changent de fringue pour que ce soit raccord avec la scène de meurtre et tout. Carnosaur en fait les 2 premiers, alors le premier c'était déjà un faux Jurassic Park un peu moisi du cul, soyons francs. Le deuxième c'était horrible parce que c'était un remake d'Aliens, c'était vraiment juste Aliens mais tout pareil. Mais en nul.
D'accord. Avec Randy Savage. Et, ah bah oui, mais tout pareil, ça leur rajouter dans un film. À un moment, t'as un pilote militaire féminin dans le groupe et elle fait oh, on va tous crever, il faut partir d'ici, comme dans Aliens. Et elle monte dans son hélicoptère et elle se fait bouffer par un carnosaure qui est dedans. Ne le voyez pas. C'est vrai qu'ils ont une facilité à se cacher, ils ont une facilité à se faire oublier et à apparaître comme ça. Et alors le 3 par contre c'est très bien parce que ça dure 1h20 je crois et c'est pareil, c'est très rapide, les acteurs sont mauvais, surtout le principal, le chef militaire il est pas possible. C'est énorme quoi. Et alors à voir en VF. Hein. Oui, et de toute façon je crois que sur l'édition film t'as pas vraiment le choix. C'est impérativement à voir en VF. Et alors le carnosaure est très joli, à un moment on le voit s'enfuir dans un couloir et en fait on dirait Casimir en fait qui court. Parce que c'est des vrais mecs dans des vrais alors, quand le dinosaure se barre, il secoue les bras comme un mec qui court quoi. Donc ce plan là il est juste magique. Et t'as les militaires ultra vénères qui le regardent sérieusement en se disant putain on va crever. Et t'en peux plus parce qu'effectivement toi aussi tu crèves quoi, mais tu crèves de rire quoi. C'était quoi? On aurait dit un lézard sous stéroïdes. Venez, on se tire d'ici. Go, go. Il y a évidemment le T-Rex qui revient à la fin comme dans tous les carnosaures et qui vient faire ses 2 attaques favorites, c'est-à-dire les 2 seules attaques que peut faire le robot, donner des coups de tête et ouvrir la gueule. Donc il y a de l'animatronique quand même. C'est un film super misogyne aussi. Ah ouais. Parce qu'il y a une scientifique, une nana scientifique dans le film qui se fait la moitié du temps les militaires burnés se foutent de sa gueule parce qu'elle essaye de comprendre les mœurs des dinosaures. Mais et donc les mecs sont morts de rire pendant la moitié du film. Ils te balancent des vannes miso. J'ai l'impression que c'est récurrent dans beaucoup de nanars, ça. Je crois qu'ils mangent de la viande. Et ils font un piège, tu te souviens, Louis, à un moment? Oui, avec un filet. Voilà, il y a un espèce de morceau de viande. Et ils attendent dans une salle où il y a 3 cartons. Le raptor se pointe pour le capturer. Et en attendant, pour tuer le temps, ils se balancent des vannes comme ça. Et c'est juste, mais c'est... Mon Dieu. Et alors, le meilleur dialogue du film, c'est à un moment, il y a un ascenseur qui tombe avec le colonel Rance, je sais plus quoi, il s'appelle vraiment Rance, en français, c'est très drôle. Oui, et un autre personnage, et le colonel Rance, après que l'ascenseur soit tombé, fait évidemment, il a été secoué, je crois que mes couilles sont montées serrer les mains à mes amygdales. Dans la VF. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un podcast spécial meilleure réplique de film parce que ça donne une idée de la VF et ça donne une idée du film. Oui, effectivement. Donc ça c'est Carnosaur 3. Ouais. Nous sommes bien d'accord, mais je pense que nous pouvons recommander à nos auditeurs la trilogie complète. Donc. Non, je dirais plutôt d'acheter le back. En plus, le back film est de relativement bonne qualité pour un film, pour ce genre de film, dirons-nous. Mais puisqu'on parle de Carnosaur 3, on peut enchaîner sur une autre prod Corman, Né pour tuer, The Unborn 2. Alors rien à voir avec le film. Ça fait partie de tes nanars fétiches. Je vais laisser Bruno en parler parce qu'il l'aime beaucoup. C'est la fin de sa trilogie. Ah, c'est le dernier de la Trinité. Dernier, ouais. Alors allons-y. Unborn 2, rien à voir avec l'affiche de film avec la fille en culotte devant son lavabo. Rappelez-vous. Ah oui, ce film. Donc rien à voir. D'accord. Voilà, donc il fallait pas en parler en fait. Et donc je vais laisser Bruno raconter le film. Né pour tuer, il y a déjà un premier film qui est plutôt pas mal, François, parce que moi j'ai pas vu le premier. Ouais, c'est pas mal. Il se passe pas grand-chose. C'est un peu chiant. Tu nous disais c'est un fœtus, c'est ça? Voilà, dans le premier, c'est une espèce de petit fœtus dégueulasse qui tue des gens. Mais comment il tue les gens? C'est assez improbable. Et dans le 2, Corman, il a dit, c'est le 2, je fais comme tous les blockbusters, je fais plus gros, plus lourd, plus tout. Donc le bébé, il est énorme. En fait, c'est un nain dans un costume de bébé. et il est super vénère, il est horrible, il a des veines partout sur la tête, c'est tout dégueulasse. Il a quelques cheveux clairsemés sur le crâne alors que c'est un bébé. Et il a une tête. Et il est surtout super agressif. C'est beaucoup. Alors il y a beaucoup de plans animatroniques quand même au niveau du bébé. Sauf quand il le tape, c'est une espèce de poupée en latex vide et qui s'aplatit sous chaque coup. D'accord. Ça, c'est magique. Alors François a bien résumé le truc parce que c'est vrai qu'il est très agressif. C'est-à-dire que, alors, faut savoir que ses repas sont constitués de viande rouge. Ouais. C'est-à-dire qu'il doit avoir 6 mois environ. Il doit avoir environ 6 mois dans le film. Donc sa mère lui sert des steaks de 500 grammes au petit déjeuner. Il faut le savoir. Alors sa mère elle est complètement à la masse dans le film parce qu'elle le voit
elle a un vrai amour filial, je dirais, pour lui. C'est son fils. Hein. Voilà, elle le voit. Mais je sais pas si elle... Non, voilà. En fait, c'est bon. Enfin, on va pas spoiler le film parce que vous allez tous aller l'acheter, mais il y a une raison en fait. Elle est pas juste bête. Il y a un côté Vendredi 13 où elle est quand même fan de son fils malgré tout. Ouais, tu peux le dire. C'est quoi la raison, Louis? Parce que... En fait, le gamin a des pouvoirs de télépathie et en fait, il projette autre chose. Alors, la mère, elle est complètement genre, c'est génial, mon fils. Elle est aveuglée. Alors que le gamin, il voilà, mais on sait pas vraiment parce que c'est horrible. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, elle embauche quand même une babysitter. Ouais. Et donc la babysitter se pointe, voilà, elle se barre et tout, puis elle attend, puis alors elle a un petit babyphone là, alors elle entend le bébé qui fait des vieux bruits tout chelous, alors elle commence à se poser un peu des questions. Vous voyez pas Bruno en train de faire ça quoi. Alors elle monte à l'étage, alors déjà le plan est interminable parce qu'on la voit grimper marche par marche et c'est genre une plombe. Elle rentre dans la chambre, elle a ramené un mec d'ailleurs, il faut savoir qu'elle a ramené un mec à ce moment-là, son petit copain de l'époque, etc. Donc ils montent tous les deux dans la piole, et là quand ils découvrent le bébé, le mec a une réaction... Mais il est horrible. Donc là, parce que nous on connaît la gueule du bébé, ouais, franchement, c'est juste pas possible. Et là, la fille, la babysitter quand même, elle fait mais non et tout, puis elle le prend dans ses mains. Et là, c'était dans une scène qui est complètement ridicule. T'y crois pas un instant. Et le film est blindé comme ça de scènes qui sont qui sont out of space, quoi, qui sont. Enfin, je sais pas. Quand il a filmé, il s'est dit. Mais qu'est-ce qu'il a pu se dire d'ailleurs? C'est pas possible. Fait, ouais, et puis il y a toute une autre histoire. Au début, on voit une bonne femme qui tue des gamins dans une maternité et tout. Enfin, le film est un peu décousu, mais. Alors c'est Terminator là, hein, parce qu'elle a des lunettes noires. Elle le cherche pour le tuer. Et à la fin, va-t-elle y arriver? Allez, viens vite. Chérie, n'aie pas peur, viens. Viens ici, mon chéri. Bonjour, bébé. Approche, n'aie pas peur de la lumière, viens. Chéri. Approche-toi, bébé. Viens, chéri. Viens voir tonton. Viens, sors de là. Viens, mon bébé. Oui, viens ici, tout va bien. Oui. Chéri, allez, sors de ta cachette. Ah, ça commence à s'exciter dans Métamorphosis pendant ce temps. Une petite bestiole en caoutchouc vert a mangé la main d'un scientifique avec lunettes qui venait d'embrasser. Il ressemble à Rick Moranis quand même. Il ressemble à Rick Moranis et son assistante. Il se faisait des bisous avec son assistante et je me disais, il y a eu une scène d'amour dans Métamorphosis pendant que nous étions en train de parler et cette scène d'amour ressemblait quand même énormément à une scène de viol. Hein. C'était très bizarre. C'est-à-dire qu'au départ, tu te dis, oh là là, mais il est complètement en train de la violer. En fait, non, tu te rends compte qu'ils s'aiment et qu'ils font l'amour. C'est assez étrange. Alors, Métamorphosis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, vous ne le voyez pas à l'écran, mais les effets spéciaux sont incroyables. On vous l'a raconté, mais en fait, donc comme ça fait partie de cette lignée de films où des mecs font des expériences dans des sous-sols et dans des conditions de sécurité absolument ridicules, puisque effectivement, ils ont des monstres mutants horribles qui font faire des cauchemars, mais ils sont juste enfermés dans des cages pourries en plastique. C'est pour ça que le mec peut se faire mordre alors que il fait des bisous à son assistante, ce qui non plus n'est pas très intelligent, je dirais, comme très professionnel. Disons que dans le cadre de son métier, c'est pas très malin. Dans le genre aussi, je pourrais conseiller un film dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Saint-Génor, Soldat Cyborg, où David Gale, c'est le monsieur qui fait le méchant dans Reanimator, là, la tête qui fait des cunis et qui vole avec des ailes de chauve-souris. Et David Gale dans le film est en feu, il a des oreilles de lapin. À un moment, il a tué tout le monde. C'est un espèce de délire un peu à la Robocop. Oui, tout à fait, Saint-Génor, Soldat Cyborg. Ce qui est bien chez François, c'est qu'il a à peu près tous les films que alors voilà, parce que en fait, à chaque fois qu'on cite un film là depuis tout à l'heure, François, vous ne le voyez pas, se met debout sur son canapé et grimpe sur ses étagères à DVD pour récupérer le dit film. Et t'as quand même un sacré paquet de nanars. Le dit film que j'affirme à peu près sans me tromper, il a dû acheter à Movies 2000 à l'époque où j'y bossais. Ouais, celui-là, ouais. Cette fois, la science est allée trop loin. Oui. Comme souvent. Oui. Comme souvent d'ailleurs. Ce sont mine de rien de simples films d'anticipation en fait, puisque ça risque de nous tomber sur le coin de la gueule. Ah, il y a un nouveau scientifique avec des lunettes qui cette fois-ci est un petit peu plus un EPAP barbu, un peu Peter Jackson quoi. Voilà. Et qui soigne le mec avec une boîte à outils visiblement. C'est très curieux. Métamorphosis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Métamorphosis, Benoît aussi François, Benoît, pardon. Oui. Je ne sais pas pourquoi tu t'appelles Benoît. Métamorphosis, c'est la fausse suite de Deadly Spawn. Alors Deadly Spawn, on est d'accord. Voilà. Donc ils ont changé de titre. Pourquoi ils ont changé de titre? Alors ça, pour d'obscures raisons un problème avec de droit. Ouais, je pense quelque chose. Mais en tout cas, quand on regarde les making of sur Deadly Spawn, ils nous expliquent que il aurait voulu que ce soit la suite.
mais qu'il a pas pu, etc., etc. Ce qui fait que donc c'est la suite spirituelle un peu. Ce qui fait que Métamorphosis, c'est au niveau des effets spéciaux et tout, il y en a. On les voit. Ah oui, Et effectivement. il y a un peu de thunes. Tout n'est pas filmé dans le noir, sans argent, avec. Non, bah là d'ailleurs, c'est même la scène à laquelle on est en train d'assister et se déroule en pleine lumière. Ouais, bah tout le film, hein. À la fin, on verra bien le monde. Incroyable. Dans un laboratoire très bien éclairé. Avec des scientifiques qui ont des têtes vraiment. On y croit, quoi. Non, mais c'est très sympa. À la fin, on va bien voir le monstre. Il y a des trucs, il se passe des choses, on se fait pas chier. C'est pas, le monstre ressemble à une bite quand même. Hein. Ah ouais, alors, on l'a pas encore vu. Il y a des grandes dents, quoi. Mais enfin, on se fait pas chier à la fin, mais c'est quand même un film de couloir, quoi. Ah ouais, c'est un pur. Il y a qu'un seul couloir. Et il y a les films dans un sens voilà. Et en fait, il y a deux couloirs, il y a un virage. C'est-à-dire que pour faire croire que c'est à des endroits différents, le film dans un sens et dans l'autre, mais c'est toujours le même. Il y a un peu d'argent, mais j'ai pas dit non plus que c'était l'Eldorado. Non, bien sûr. Alors oui, et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Soldat Cyborg, je sais pas si c'est une fausse suite ou pas, mais c'est aussi un film qui a été fait après un autre dont j'ai plus le nom, et en fait c'est les mêmes costumes, c'est le même réalisateur, ils ont fait un deuxième film. Alors je résiste pas au plaisir de vous lire ce qu'il y a derrière. Alors déjà ça se passe dans les laboratoires de Cyberdyne. Hein, et mais ça nous rappelle une créativité à toute épreuve. Voilà. Et alors le résumé nous dit la rencontre de la magie technique d'Aliens et de la tension de Terminator, des effets spéciaux signés par l'équipe d'Aliens et Abyss, déjà récompensés par 2 fois aux Oscars, le tout servi par des stars du cinéma fantastique. Alors ouais, je vous dis les noms si vous savez qui c'est, bravo. Star Andriff, Mitchell Lawrence et donc David Gale dont je vous ai parlé. Terreur garantie, ouais, si vous le ramenez au cash converter, il vous le rembourse à moitié prix, je pense. Ah là là. Et alors le truc qui est intéressant aussi dans les nanars, parce qu'on est en train d'en parler depuis tout à l'heure, c'est un peu les sagas, parce que finalement t'as l'impression que les mecs font des suites, même si c'est pas vraiment des suites. Enfin, l'intérêt, comme par exemple d'une série comme Leprechaun, là j'ai le 6 entre les mains, alors que moi je pensais qu'il y en avait que 2 si tu veux. Et je me rends compte que non, ils continuent à produire des films. Et le 6, c'est pas le dernier. Et le 6 n'est effectivement pas le dernier, alors que pourtant le 6 c'est un petit peu genre le Leprechaun chez les gangsters, quoi, c'est ça. En fait, d'accord, ça a l'air formidable. Non, c'est pas extraordinaire. C'est non, il est pas très bon. Il rentre vraiment pas dans le top 10 des nanars, quoi. Mais c'est pourtant, Les Prochons, c'est quand même une chouette saga, non ? Enfin, je sais pas, moi j'ai quand on a vu aucun, ouais. Non, voilà, c'est des noms qui restent et où tout le monde croit que c'est bien, mais en fait, c'est pas très. Alors c'est bizarre, je sais pas, peut-être que c'est parce que je suis un peu plus jeune que vous, mais moi j'ai l'impression, en fait, tous ces films-là, enfin une partie de ces films-là, je les ai découverts à mort sur Canal+ quand j'étais gamin, quoi. Quand avant le film de cul du dimanche, le samedi, il passait un film d'horreur. Souvent c'était Ghoulies ou Les Prochons ou Les Puppet Master ou des trucs comme ça qui sont vraiment de très mauvais films. Et quand j'étais petit, ça me terrifiait, je trouvais ça génial, quoi. Je trouvais que ça marchait à mort. Je les revois aujourd'hui, évidemment, ça ne me fait plus tellement peur, ça me fait surtout rigoler. Mais quand j'étais petit, même les nanars avaient vraiment un pouvoir d'attraction, même limite plus puissant que les films comme des nanars d'horreur. Mais dès que tu regardes des nanars de science-fiction et tout, oui, bien sûr, t'avais peut-être peur, mais là dans ce cas-là, t'es super sensible. Non, je voulais parler de nanars d'horreur, effectivement. Mais quand j'étais petit, j'aimais bien Chantal Goya, quoi. Des vrais nanars musicaux, quoi. Je parle pas du même âge, exactement, je pense. Non, mais je dis plus quand tu commences à découvrir un peu les films d'horreur, que c'est encore interdit aux moins de 12 ans et que tu dois avoir, je sais pas, 9-10 ans et que tu mates ça un petit peu en cachette. Les nanars, ça me terrifiait, quoi. Alors que j'avais pas spécialement envie de voir les films comme Shining ou comme ceux qui m'étaient interdits par mes parents. J'avais pas vraiment envie de les voir. Ce que j'avais envie de voir, c'était les films avec du latex et du gore et du sang partout. Ah, mais moi je suis persuadé qu'il y a des gens de notre âge ou qui ont une trentaine d'années qui n'ont pas spécialement peut-être de culture cinéphile. Hein. C'est pas un tort. Hein. Je veux dire, voilà, chacun ses loisirs. Et qui peuvent auront peut-être plus de difficultés, je dirais. Là, on va pas refaire le débat d'il y a un mois, mais qu'est-ce qu'on qualifie de nanar déjà, précisément ? Faut dire un mauvais film où tu t'ennuies pas, ou qui est fun, ça en fait, mais qui reste dans le fond, tu peux pas. Est-ce qu'il y a des critères pour vous qui seraient objectifs pour dire ça c'est un nanar ? Parce que non. Donc c'est complètement subjectif. Le jeu d'acteur compte un peu, c'est-à-dire que quand même dans la plupart des films dont vous parlez et dont on voit des extraits, non seulement les comédiens ont toujours l'air d'être des erreurs de casting, c'est-à-dire qu'il y en a très peu qui ont l'air d'être crédibles dans leur rôle de scientifique ou quoi que ce soit, et ça a l'air, c'est souvent très très mal joué quand même. Après le truc c'est qu'on voit souvent ça en version française. Voilà, le truc c'est peut-être qu'en VO il joue formidablement. Oui, ce que j'allais dire, parce qu'une des caractéristiques essentielles du nanar, c'est de le voir en VF.
Généralement, ça rajoute quand même. Généralement. Non, mais s'il fallait. Carnosaur 3 en VF, c'est juste. Après, en même temps, moi qui cherche pas spécialement le dernier nanar à la mode, je les prends en DVD, etc. J'ai pas trop le choix, ils sont tout le temps en VF, quoi. Oui. Donc, je suis obligé de les entre guillemets subir en VF. On comprend que pour les éditeurs, c'est de faire des économies, tout simplement, quoi. Oui, ils tapent une version VF et puis s'il y en a une qui existe. Alors des critères objectifs, je sais pas si c'est des critères objectifs, mais en général, pour moi, le nanar, c'est un film qui est pas fait avec des millions et des millions. Donc j'ai un peu du mal à classer des blockbusters dedans, même si ces dernières années, on a vu des films avec plein de millions qui pourraient mériter d'être qualifiés de nanar, comme Torquay ou Batman et Robin, bref, on va pas les faire. Ce dont on parle ici, là, les nanars, en général, c'est des nanars assez divertissants. C'est fait par des gens. Là, on a parlé de Corman, les films de Gloomwood qu'on évoque, Metamorphosis, c'est tous souvent des vieux routiers qui sont passés chez Corman ou ailleurs. On a parlé de Story of Freaky, on parlera peut-être un peu de Godfrey Ho tout à l'heure et de sa société Filmark, enfin la société pour laquelle il travaillait en tout cas. Donc en fait, ça demande faire du bon nanar, c'est quand même, en général, c'est toujours un peu les mêmes mecs que tu retrouves. Donc ça demande un peu de savoir-faire parce que comme t'es censé pas te faire chier dans un nanar, c'est vrai que. Oui, mais Louis, ce que tu sous-entends là, c'est que les mecs le font exprès. Non, pas qu'ils le font exprès, mais tu dis ça demande un savoir-faire, je veux dire, tu peux pas un peu exprès quand même. Bah, par exemple, Filmark, la société de Godfrey Ho, quand ils font du 2 en 1, c'est quand tu fais du 2 en 1 déjà à la base, c'est que c'est tout de suite. C'est purement la logique commerciale. Voilà, c'est purement commercial, c'est monter 2 films, retourner 15 minutes et les intégrer dans un film chinois des années 60. Enfin, les 2 en 1, je trouve ça en termes de nanar, je trouve ça un peu surfait d'ailleurs. C'est pas ce que Qu'est-ce que tu c'est souvent un peu chiant. Qu'est-ce que vous appelez un 2 en 1? Filmark l'a beaucoup fait. Filmark, c'est une société hongkongaise qui était montée par Thomas Teng et puis un autre gars dont Joseph Lowe, je crois. Donc le 2 en 1, en fait, c'est que Filmark rachetait des films, souvent d'autres pays asiatiques. Par exemple, Born to Fight, pas le dernier, mais l'original, avec le mec qui a formé Tony Jaa dedans, qui date des années 80, je crois. Il rachète Born to Fight, et en fait, il remonte le film, soit en incluant des scènes 5 minutes de scènes qu'ils ont tournées avec un vague acteur connu, comme les fameux films de ninja avec Robert Harrison, et tous les moustachus, là, qui viennent faire des conneries pendant 5 minutes, et après, on met ça au milieu du film, et puis voilà. Soit 2 films asiatiques qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et puis on relie les 2 films au doublage. À un moment, on a une scène où un mec parle à un téléphone, parce que les scènes de téléphone, il n'y a que ça dans les films. Et dans l'autre film, t'as aussi un mec qui parle de téléphone, et puis là, t'as 2 enquêtes qui se passent, même si les mecs se rencontrent jamais. En fait, le téléphone sert à faire les raccords, quoi. C'est ça. De toute façon, la plupart des gens ne verront pas la différence, puisque les gens qui ont vu le premier film, il y a peu de chances qu'ils voient l'autre film, vu que ça sort dans un autre pays. C'est souvent quand même très incohérent. Ça sent les mecs de Filmark se pointent à la FM, à un marché du film à Cannes. Bonjour, dans votre film, y a-t-il des scènes de téléphone? C'est la condition pour qu'on vous l'achète. Mais je trouve ça très surfait, parce que effectivement, la première fois que tu vois ça, c'est marrant. Ah, regarde, ils font n'importe quoi et ils relisent ça. Alors regarde, l'acteur blanc, il parle dans un téléphone à un chinois qui a rien à voir dans un film d'il y a 20 ans, et hop, c'est parti, mon kiki. Regarde, il y a un film en noir et blanc. Des fois, c'est un peu plus subtil, parce que je sais plus, je crois que c'est dans L'exécuteur des films Empire Kung Fu, où il y a. Ah, il est super incohérent, celui-là. Est-ce que les titres de nanar, et c'est là-dedans, il me semble qu'il y a une actrice chinoise qui est dans les 2 parties, dans les parties refaites avec des acteurs occidentaux et les parties chinoises, et dans les films, dans les parties où il y a les acteurs occidentaux, elle est toujours de dos. Donc on a une espèce on pense une asiatique de dos avec la même coupe, et comme ça on la voit jamais. Je trouve ça vachement plus subtil que le téléphone. Moi, le seul truc, en général, j'ai l'impression que ce qu'on retient de ces films-là, c'est les scènes rajoutées avec des vieux acteurs occidentaux comme Robert Harrison. Ouais, surtout dans les films de ninja. Parce qu'ils ont toujours des trucs de ninja improbables, ils sont fluo. Des bandeaux ninja. Comme surtout ça qu'on retient. Avec Robert Harrison, en fait, je crois que ça se trouve sur Nanarland. En fait, il avait tourné il avait signé un contrat que pour faire des scènes additionnelles que pour un film, et il s'est rendu compte qu'en fait, les scènes additionnelles avaient été saupoudrées dans 5 ou 6 films différents. Donc le 2 en 1, le 2 en 1, c'est ça. C'est un peu, pour prendre un exemple un peu plus prestigieux, c'est un peu ce que faisaient des fois les Américains pour Godzilla. En fait, ils tournent des scènes avec Raymond Burr pour qu'il raconte le film, histoire qu'il y ait une présence occidentale dans un film sans occidentaux. Et il passe le japonais ensuite. D'accord, ok.
Très bien, eh ben, écoute, c'est une belle manière de réaliser des films. Alors on en était au signe de reconnaissance des nanars. Le titre quand même joue un petit peu, j'ai l'impression, parce que quel est le titre dont tu viens de parler, François, qui me paraissait incroyable? C'est l'exécuteur des films Empire Kung Fu. Voilà, Carnosaur 3. Enfin, je veux dire, généralement, tu sais à quoi tu t'attends quand tu regardes des films qui s'appellent comme ça. Tu vois, Ouais, Mega Shark versus Giant Octopus. Tu te dis bien que Les titres, dépend c'est du facile genre. à faire. Après, souvent, on est quand même super déçus, quoi. Bien évidemment. C'est dur de trouver un vrai bon nanar où on a pris du plaisir à le regarder, même si c'est un plaisir coupable. Souvent, on se fait quand même chier. La majorité des nanars, la majorité des mauvais films, ce sont pas des nanars et on se fait quand même souvent chier, quoi. Ah là, c'est des navelles. Voilà, il y a plus de navets que de nanars, quoi. Effectivement. Mais il y a des parce que Louis parlait aussi des nanars friqués. Il y a quand même certains nanars. On fait quand même une grosse différence entre les nanars dont on parle depuis le début de l'émission et les nanars friqués, effectivement. Mais il y a quand même des perles. Tu parlais de Batman et Robin, de Schumacher. C'est quand même. Enfin, maintenant, je sais plus. En le voyant, je me demande même si ça peut pas rentrer dans la catégorie dont on parle depuis le début. Parce que mais je crois que maintenant, aujourd'hui, moi je l'avais vu en salle, super. 36-15 ma vie, je l'avais vu en salle. Mais maintenant, alors à l'époque, c'était genre, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Aujourd'hui, je me demande s'il l'a pas un peu fait exprès quand même. Schumacher, tout le délire, téton, machin et tout, ça avait l'air. Donc en fait, le problème du nanar friqué, c'est que. Le nanar friqué, c'est souvent juste, il se démarque juste par sa connerie et son manque total de goût artistique. Alors que dans le nanar, souvent, ce qui est marrant, c'est le décalage entre la prétention du film ou des scènes dans le film et ce qui est obtenu réellement. Ouais. Dans Carnosaur 3, voir le mec courir dans un couloir comme Casimir, comme je disais tout à l'heure, forcément, bon... On rigole, quoi. Je sais pas, parce que je suis assez d'accord avec toi, mais en repensant, je reviens sur l'exemple de Batman et Robin, au mec qui joue le rôle de Bane dans le film. Pour moi, c'est du même acabit, quoi. C'est-à-dire que son costume est d'un ridicule achevé et il a l'air de faire un maximum d'efforts pour être crédible dedans. Alors ouais, mais c'est pas sympathique. En fait, le nanar, il est sympathique. Et mais la sympathie, c'est moi, je suis un peu comme Sarkozy, si vous l'avez écouté. C'est-à-dire que moi, il y a rien qui me fait pleurer plus que l'odeur de merguez sur les docks de Saint-Nazaire, comme lui. Je l'ai pas écouté. Alors, Sarkozy, le roi du nanar. Deuxièmement, j'ai pas compris le rapport avec ça. En fait, le nanar, le nanar qui a pas de sous attire plus facilement la sympathie. En fait, les mecs qui ont le petit attirent plus facilement la sympathie qu'un blockbuster. Un nanar friqué, comme on appelle, c'est-à-dire un blockbuster nul à chier, en fait, t'as pas de la sympathie, c'est juste du gâchis, quoi. Ouais, du gâchis de pognon. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Souvent. Effectivement, c'est le cas. Alors revenons au nanar que nous aimons et que nous affectionnons tant. On a fait la Sainte Trinité de Bruno. François, est-ce que tu peux nous en citer un ou deux qui font partie de ton top ? Story of Ricky, je pense qu'il est dans le top de la majorité des gens qui aiment les nanars. Moi, je rajouterais Turkish Star Wars. Oh. C'est un douloureux souvenir pour moi. Ne serait-ce que qui ne se fait pas attendre. Ne serait-ce que pour la scène d'entraînement. Oh là là. Pour les repompes complètes des musiques d'Indiana Jones. Oh là 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 là. Pour les dialogues mystiques et pour le grand méchant qui est censé ressembler à Darth Vader et à la fin qui coupe en deux. Et par un habile passe-passe de maîtrise du cinéma haut de gamme, et en fait, ils noircissent la moitié de l'image. Et l'autre moitié, on voit son visage. Et donc, on me dit, en fait, là, il est coupé en deux. Et là, moi, je dis, c'est tout. J'en mets over the top. Et pour voir des mecs dans des X-Wing, mais en fait, c'est des Turcs moustachus qui. En fait, c'est couscous poulet dans Hot Shot, quoi. Tu vois ? Oui, d'accord. C'est ça. D'accord, ok. Et pour toutes les variantes turques aussi des films comme ça. C'est-à-dire que les Turkish Spider-Man, les Turkish Exorcist et tout. Parce qu'en fait, respect. Turkish Star Wars n'est pas un cas isolé. Non, il y a Turkish Rambo que j'aimerais bien voir, moi. Turkish Rambo. Et Turkish Rambo, c'est avec le même acteur en plus, il me semble. Oh là là, ça doit être C'est-à-dire Sylvester Stallone ? Il est a priori. Kenneth Arking. Il est quand même a priori prévu que je le mate demain soir. Donc franchement, j'ai trop hâte. Parce que Turkish Rambo, quoi. J'espère qu'il y a des trucs bien. Mais pour mieux qu'Expandable. Pour en revenir à Turkish Star Wars, ça résume les 6 films pas du tout en un seul ? Non, pas du tout. Non, par contre, les 6 films n'existaient pas à l'époque quand ça a été tourné, vu que c'est quand même un vieux Turkish film. Star Wars, ça date de quand ? C'est au milieu des années 80 ou... D'accord, ok. Mais attention avec ce film, sans déconner, parce que là on en parle de manière très légère. Attention. Mais je pèse mes mots, parce que je l'ai vu en compagnie de 4 ou 5 amis, un soir. Turc. Dans un resto. Et je peux vous assurer qu'on a carrément souffert. C'est-à-dire que
À un moment, on n'en pouvait plus, la musique d'Indiana Jones qui tourne en boucle. Le mec, il se lève de son siège, la musique démarre, quoi. Et c'est comme ça pendant tout le film. Le mec, il serre la main à un autre gars. Et alors, rien que ça, déjà, mais sans déconner, au bout de 5 minutes, on se matait, on avait tous les yeux exorbités. Ouais. Parce qu'il y a énormément de jeux de lumière dans tous les sens, c'est super psychédélique. Je plaisante pas, je pense que c'est un film qui a été tourné sous acide. Et franchement, ça fait vraiment cet effet. Quand on en était presque malade. À un moment, on s'est tapé un fou rire. On arrivait super sensible. Non, mais attends, mais je sais pas. Et moi, non, mais on se les matait quasiment en entier. Ouais, moi, je la regarde en entier. Ah non, mais franchement, ça a été. À la fin, on rigolait comme des gueules. On se marrait de manière hystérique en fait. On était complètement hystérique. On calculait même plus ce qui se passait à l'écran. Enfin, on était dans c'est pas le genre de truc qui te serait arrivé si tu l'avais regardé tout seul. Non. Ah, je sais. Bah, si je l'avais regardé tout seul, j'aurais lâché l'affaire au bout de 5 minutes. Voilà. Je veux dire, non, mais là, c'est que ça nous a mis dans un état second. Est-ce que le nanar est forcément quelque chose qui s'apprécie en groupe ou non? Non, on dirait non, que non, oui. pour moi, oui. Pour moi, clairement. Toi, Bruno, tu peux pas le... Non, je vais pas rentrer chez moi et me faire ni pour tous les deux en entier, c'est pas vrai. Vous me ferez pas le croire le contraire, les gars, arrêtez. Ah bah ouais. Comment tu crois qu'on les voit tous ces films? Avec des potes, on les a vus à Movies 2000. Dans ces cas-là, tu vois quoi, 10 films par an, quoi. Pourquoi? Ben non, il y a quand même plus. Tu vois, à chaque fois que tu vois tes potes, tu vas pas leur imposer un nanar. Ah non, bien sûr que non, mais quand je suis tout seul, j'ai l'occasion de regarder des nouveautés, des films. Des fois, je peux tomber sur un nanar, mais sans le savoir. Le groupe, en général, le nanar en groupe, ça marche bien. Un navet peut devenir drôle en groupe. Ouais. Mais je dirais que non, c'est pas obligé d'être en groupe. Alors après, je suis d'accord, il y a des films tout seul, c'est pas possible. Le Turkish Star Wars, moi j'ai eu un peu du mal en fait avec ce film, un peu trop spécial pour moi, je crois. Et puis j'ai pas la fin aussi, je sais pas pourquoi. Donc j'ai pas le mec coupé en deux. Ah, t'as pas le mec coupé en deux? Non, c'est sûr que t'as pas tout compris alors. C'est la meilleure scène du film. Il y a aussi des peluches rouges. Ils se battent contre des espèces de strums. Tu me fais replonger dans mes souvenirs. Alors, à un moment, le héros, il coupe le bras d'une des peluches et après, il se sert du bras pour se taper contre d'autres peluches. Et une peluche, c'est quoi? C'est les Ewoks? Bah, non mais en fait, faut pas du tout, ça s'appelle comme ça, mais je pense que ça doit vouloir dire autre chose. C'est juste que ça se passe dans des mondes extraterrestres. Voilà, et il y a des stock shots. Il y a des stock shots de Star Wars. Voilà. Mais après il y a la musique d'Indiana Jones. Au début ils sont sur des chevaux. Ils sont sur des chevaux. Ils sifflent pour attirer des femmes et c'est des squelettes qui arrivent. Donc c'est un peu improbable quoi. Ça s'appelle comme ça. On va dire c'est le nom commun pour tout le monde. C'est pas mal. Que le Turkish Rambo par exemple, c'est le mec il a le bandeau rouge et là pour le coup oui, voilà, on est beaucoup plus proche. Le Turkish Shitty, c'est le monstre qui ressemble à E.T. le Turkish Exorcist aussi. Il y a des maquillages moches. Mais quand j'ai vu Turkish Star Wars et je regardais la tête de mes amis à ce moment-là, ils étaient complètement hébétés les mecs. Je vous assure, j'ai pensé à Orange Mécanique, la scène où Malcolm McDowell il est comme ça avec les écarteurs de paupières. Moi j'étais dans le même état. Je vous assure que je n'en pouvais plus. Et alors attention les effets parce que des fois tu mets un truc en groupe et alors ça, en fait ouais effectivement ça assomme plus les gens. Ouais. Des fois le nanar c'est un peu comme le Beaujolais, au début il est bon et après il pique quoi. Mais Turkish Star Wars honnêtement il y a moyen. Non mais objectivement on peut aussi. Le montage est complètement à la masse, c'est-à-dire que les images s'enchaînent mais parfois très très rapidement. Les plans durent 2 à 3 secondes, ça se télescope comme ça pendant 5 minutes. C'est à rendre fou, je déconne pas, sans déconner. C'est pas simplement dire oh là là, il y a des mecs dans des costumes rouges, c'est trop con, ça m'assomme. Non, c'est qu'il y a carrément des effets de mise en scène qui te rendent ouf. C'est un lavage de cerveau ce film. Et vraiment. Toi, François, ça fait partie de tes nanars préférés? Moi, je trouve ça sympathique. Après, ça fait pas. Moi, je trouve ça sympathique. Après, j'ai plein d'objectivité, je trouve ça fort sympathique. Après, j'ai plein de films. Je l'ai jamais retrouvé en DVD. Je pense qu'il est pas sorti. Je l'ai qu'en VHS. C'est un film qui s'appelle Eliminator. Oui. Et ce film est magique. Par contre, il est un peu chiant. C'est le cyborg qui est sur des chenilles. Qui est sur des chenilles, ouais. Je dois avoir ça quelque part. Je le reprendrai parce que moi je l'ai en VHS. Il est encore chez mes parents. Je l'ai en VHS et je la garde précieusement le temps de retrouver le DVD de ce truc parce que c'est un peu chiant au début. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est sur des chenilles. Alors après, il y a un mec qui est sur des chenilles. Je veux dire, comment non, ça mais chiant déjà. C'est que quand il est en mode de combat qu'il est sur des chenilles. Après, il marche normalement. C'est un robot. Il y a une fille, il y a un aventurier, il y a un marine et le film entre dans un potentiel ultra nanar à peu près à la moitié quand il rencontre un ninja. Oui. Et le ninja, tout à fait. Il est surpuissant.
C'est-à-dire qu'il ne peut rien faire sans le faire en ninja. C'est-à-dire qu'il ouvre une porte, il fait une roulade, il se met en mode furtif et tout. Si jamais, je sais pas, il a envie de se servir un thé ou un truc. Ah, mais il le fait en mode furtif. Hein. Et je garde un souvenir monstrueux de ce film. Le plan du méchant est assez mais je me souviens aussi. Ouais. Tout est naze. Ils se font une espèce aussi de barrière d'énergie, une boule, je sais pas quoi, et ils ont tous un pied qui sort de la boule. Enfin, tout est mal fait. Toutes les incrustations sont foirées. Il y a un petit robot façon R2D2 qui vole aussi dedans. Oui. Ouais. Et donc il a aussi un mode chenille extraordinaire où le mec monte sur une espèce de char d'assaut, ça devient une machine de guerre. La jaquette est super belle. Non, je garde un bon souvenir de ce nanar que j'ai pas revu depuis au moins de 10 ans, quoi. Il est pas mal, Eliminator. Et est-ce que alors, tout à l'heure, on parlait des films friqués, des films qui n'ont pas de fric. Est-ce que il y a un juste milieu, comme par exemple, je sais pas, je pense au film de Christophe Lambert ou des choses comme ça qui sont pas spécialement fauchés pour la plupart. Tu penses à un film comme Fortress ou Mortal Kombat. Ouais, mais Fortress c'est bien, et Fortress 2 c'est un nanar et il y a pas de sous par contre. Non, il y a pas de. Non, il y a pas de limite. Par définition, le nanar, c'est pas un film qui est dans un juste milieu. Hein. Parce que Vercingétorix, par exemple, c'est pas assez chiant, Vercingétorix, à part voir. Oui, c'est rigolo de voir Christophe Lambert avec une moumoute comme ça. Une grande moustache. Voilà, mais c'est tout. Hein. Franchement, c'est pas un très bon nanar. Je me défie de mater Vercingétorix tout seul. Quoi. Là, je vois vraiment pas l'intérêt à part s'infliger du mal. Quoi. C'est vraiment pas ce qu'il a fait. Tu vois, moi, j'ai Gideon qui est un espèce de Forrest Gump avec Christophe Lambert que j'ai jamais regardé. Charlton Heston et Christophe Lambert joue un débile qui va dans une maison de retraite. Voilà, il y a Charlton Heston et plein de vieux qui jouaient dans la Croisière Samus, je pense. Et qu'est-ce que c'est que ce film il leur redonne le goût de la vie, mais tu vois, c'est beaucoup plus drôle que Vercingétorix. C'est pareil, c'est un peu. C'est un peu comme le 2 en 1, je dirais que c'est un peu surfait. Non, mais il y a un bon nanar quand même avec Lambert. Vercingétorix en exemple, mais c'est juste parce que Christophe Lambert, il est quand même reconnu comme un acteur à nanar. Et alors que finalement, quand je dirais que ça tient peut-être à tout simplement son jeu d'acteur. Je dis pas que Greystock c'est de la merde, par exemple, ou Highlander, mais Lambert c'est quand même pas le meilleur acteur en activité, ou il l'a pas été. Voilà. Nous sommes d'accord. Et moi je pense à un film en particulier que j'ai vu avec lui, que j'ai trouvé vraiment à chier. C'est Résurrection. Ah oui, parce que c'est le Seven avec Christophe Lambert. Voilà, l'espèce de sous-Seven, tout le meurtrier, il avait c'est réalisé par Mulcahy, et le mec qui a fait Highlander. C'est Mulcahy, exact. Mais non, mais il y a une scène de Résurrection où Lambert il découvre un de ses collègues morts, mais de manière super hardcore, je me souviens plus trop, bon bref. Et il arrive, et cette scène, mais il joue trop mal. Il commence à chialer, il en a mal, tu vois. Il se met à genoux, il regarde son pote, non, et tout. Et il joue trop mal dans cette scène, et j'avais presque honte pour lui, quoi. Je me suis dit, putain, merde. Bon vieux Christophe. Voilà, mais c'est un gars très sympathique, sinon au demeurant. Hein. Mais bon, malheureusement, c'est pas un bon acteur, quoi. Mais il a quand même fait un paquet de films, c'est ça qui est dingue. Il en a fait il y a longtemps, ouais. Mais non, il continue à faire des films aujourd'hui. Ouais, mais ah bon, lesquels? Il a sorti un film avec Sophie Marceau. Oui, mais c'est parce qu'il est avec elle. Sa copine, bien sûr. Il faut pas oublier si on n'a plus le droit de coucher pour réussir, il a le droit. Mais je m'en fous. Mais avant ça, il est directeur chez Europa. Avant ça, avant qu'il se mette avec Marceau et qu'il fasse des trucs, il a fait le lièvre de Vatanen et ces trucs-là. Il y a eu une période là, justement vers Fortress 2, où il faisait que des trucs dont personne n'a jamais entendu parler. Le Gideon dont je vous parle. Absolument. Un truc où il jouait avec Jerry Springer. Je me souviens de la fiche promo qui était l'ancien magasin Movies 2000, des trucs qui sont même pas arrivés en France, enfin même pas arrivés en DVD, peut-être même pas arrivés, qui sont même pas sortis chez les boîtes de prod. Il vivotait à Hollywood, voilà, c'était le mec, c'était le mec d'Highlander, voilà, quand t'as un nom, bah tu tournes, hein, dans de la merde, mais tu tournes. C'est un peu comme Jean-Claude Van Damme alors aux États-Unis. Ah, c'est pire que Van Damme, parce que Van Damme ça a été une star quand même. Il y avait il rentrait $100 millions pour ça. De Vidéoclub. Ça a été une star du ciné aussi à l'époque où Van Damme il cartonnait avec les Time Cop ou tous ces trucs là, il était bankable. Hein. Ah bon, ça a bidé Time Cop. Je dis pas que ça a pas bidé, mais je dis qu'à cette époque là, ces films sortaient en salle. Vous pouvez pas dire le contraire. Et il a sorti. Moi, les seuls films dont je me souviens en salle, c'est Time Cop. Effectivement, je me souviens de l'affiche. Je me souviens du John Woo. Entre autres, Chasse à l'homme. J'ai pas fait de liste, mais je suis sûr qu'il y a au moins une dizaine de films de Van Damme qui sont sortis en salle. Non, mais Lambert, c'est pire. Lambert, c'est pire que, pour moi, c'est pire que. Enfin, même si Van Damme maintenant il enchaîne des grosses merdes aussi, mais. Lambert, il a pas joué dans Nanar qui marque particulièrement pour être un nanar. Vercingétorix, c'est quand même. Vercingétorix, c'est pas un nanar, c'est chiant.
Beowulf. Ouais, mais bon, c'est un petit capital sympathie. Si, Beowulf, c'est quand même pas mal c'est nanar, ouais. Ouais, mais moi je me fais chier quoi. Ah non, moi pas j'ai fun, ri. J'ai ri à Beowulf. Ouais, mais justement, peut-être que Beowulf, il faut le voir à plusieurs, parce que je suis sûr que... Par contre, Beowulf, j'ai revu. La première fois, ça m'avait fait beaucoup rire. La deuxième fois, tu vois que c'est un film de couloir où c'est le même couloir qui revient en insert 100 fois dans le film. Insupportable. Mais à la fin, il fait des saltos. Il y a une playmate qui se transforme en araignée géante. C'est super. Et il y a Rona Mitra, je crois. Et Mortal Kombat, ça m'a fait rire, moi. Ouais, mais Mortal Kombat, je ne dirais pas que c'est un nanar. Oui, c'est pas un mauvais film. C'est un film assez compétent. Alors juste Lambert, juste ça va me permettre de revenir sur un truc dont on a vaguement évoqué tout à l'heure. Il a joué dans un bon film de Albert Pyun qui s'appelle Mean Guns avec Ice-T qui est une espèce de battle royale dans une prison. C'est bon, sauf que la deuxième moitié est vraiment chiante. Mais vous pouvez l'acheter, c'est sorti dans une édition American DVD avec le drapeau américain et tout. Tout ça pour parler en fait d'Albert Pyun. Puisqu'on va parler de trucs un peu plus récents. Tout à l'heure, on a parlé de Le Prochain dans le Hood. En fait, Le Prochain, il va dans le Hood parce que dans les années 90 et encore aujourd'hui, il y a toute une mode du film de Hood, sauf que c'est une mode qui ne fait que des films de merde. Ça a commencé quand... en fait, ce qui est marrant, c'est qu'Albert Pyun, il refait toujours le film de Walter Hill qui s'appelle Les Pilleurs, que vous avez peut-être vu, qui est un bon film. Et en fait, il fait pareil, mais en nul, en Europe de l'Est, avec une caméra DV. Donc moi il y en a un qui est plutôt bien, qui est pas bien du tout, qui dure 80 minutes, qui est horrible, pardon, mais quand je dis plutôt bien on se comprend, qui s'appelle Corrupt. Et alors surtout ce qui est bien sur le DVD de Corrupt, c'est que Ice-T, il avait déjà fait pour un autre Albert Pyun, Ice-T fait un commentaire audio dessus, où il arrête pas d'insulter les autres acteurs. And of course his letter's gonna say something good. Dear Lisa, just wanted to let you know that me and Miles are okay. See? The town we live in is small and real nice. Nice. All the people here seem to be nice too. See? It looks like this is going to be a cool place to live. Better place. It works good too. Il demande au spectateur, il explique au spectateur qu'il est quand même un peu con de regarder cette merde deux fois, une fois avec le film, une fois avec le commentaire. À la fin, il fait mais qu'est-ce que vous faites encore là? Dans le film, avant son personnage tronche une meuf, il fait ouais, elle a pas pu résister au pouvoir de ma bite et tout. Tu fais bien de me dire qu'il faut le regarder tout de suite avec les commentaires en fait. Tourné à Bratislava avec des rappeurs dont vous n'avez jamais entendu parler. On n'en entendra plus jamais parler. Et il y en a 2 autres qui sont sortis en DVD en France dans un coffret avec Snoop Dogg et un autre avec Ice-T et Snoop Dogg qui s'appelle Les Seigneurs du Ghetto et Guerre des Gangs. C'est parce que Snoop Dogg il avait produit une série de films dans le Hood aussi. Ouais, c'était la mode du nanar à un moment. Je l'ai en DVD quelque part chez moi. Ah, Bones. Mais c'était un truc fantastique, Bones. C'est un nanar, Bones. Et il a fait un autre truc là, Tale from the... Non, c'est... Tale from the Hood. Tale from the Hood, ou un espèce de truc à sketch. Avec la sorcière, là, c'est ça. C'est tout pourri. Hein. Je l'ai vu. C'est même pas drôle? Non. Oh. Et Bones, c'est sympa, c'est un slasher, c'est Dick Carson qui l'a réalisé. Ça se mate, quoi. Mais c'est déjà un peu plus friqué, entre guillemets. Ça rentre pas dans la catégorie nanar. Non, c'est plutôt un navet, quoi. Alors, puisqu'on parle d'Albert Pyun et de Van Damme, je ne résiste pas au plaisir, j'ai ramené le petit livret qui était avec le DVD de... Cyborg, un bon film. Ah mais oui, un bon film Cyborg. C'est dans celui-là où ils ont tous des noms d'amplis et de d'instruments de musique, ouais, Fender. C'est ça. Ouais. Alors déjà, c'est de là que ça vient, Pive. Page 2. Alors, page 2, déjà, l'histoire se déroule dans un monde où ne vit qu'une poignée de personnes qui se moquent des conventions sociales. Les mauvais sont vraiment mauvais et les bons, vraiment bons. Et surtout, page 1, alors en fait, dans le livret, Albert Pyun explique qu'il adore Léon et qu'il s'est beaucoup inspiré de Léon. Pyun aurait soi-disant été assistant sur des Kurosawa tardifs. J'ai jamais vraiment pu vérifier cette histoire. Je crois que c'est possible qu'il ait été dans l'équipe Réa pour Kagemusha peut-être. Bref, tout ça pour dire, ce que j'ai voulu faire avec Cyborg, c'est réaliser un film d'action stylisé dans un environnement où nous pourrions créer notre propre monde, exactement comme l'a fait Léon avec Il était une fois dans l'Ouest. Entre parenthèses, dossier de presse. Et alors le livret ajoute, ainsi Pyun a non seulement créé son propre univers, mais il y inclut des cyborgs, chose que Léon, lui, n'a jamais fait. Mais en même temps, il ne ment pas. C'est la vérité. C'est vrai. Donc bon, hein, c'est pas un mensonge. C'est vrai qu'il n'y a pas de cyborg dans Sergio Leone, mais ça a l'air vraiment bien. Mais Cyborg, c'est pas mal. Hein. Cyberpyun. Nanarman. C'est un réalisateur, parce que moi je le connais, lui, il a fait plein d'autres films.
Il a fait beaucoup de films. Alors il a eu sa période ghetto qui avait commencé avec un film horrible qui s'appelait Crazy Six où il y a Mario Van Peebles qui parle français dedans. Si ça vous intéresse, à son chien. Parle français pour de vrai ? À son chien. Mais oui, parce que je crois qu'il a grandi en France vu que son père a vécu ici. Melvin Van Peebles. Il y a Ice-T, il y a Rob Lowe, il y a Burt Reynolds qui viennent toucher des chèques. Ça a été tourné à Prague, je crois. Enfin, c'est fauché, horrible. N'allez pas le voir celui-là. Il a fait mais il fait des trucs souvent. Albert Pyun, il a fait des trucs avec Rutger Hauer. Il a eu une phase anticipation Omega Doom, je crois. Voilà, il a fait Cyborg, Mean Guns, qui sont des bons films. Et c'est un vieux carriériste, Albert Pyun. Est-ce que ça arrive aussi pour vous qu'il y ait des réalisateurs comme ça qui dérapent, c'est-à-dire ou alors qui évoluent, c'est-à-dire qui commencent par faire des nanars et qui finalement s'en sortent et font des films. Je pense à, alors je sais pas si vous considérez que c'est un nanar, mais moi personnellement j'en ai un souvenir assez nanardesque de Universal Soldier, toujours avec Van Damme et Dolph Lundgren, qui est un des premiers films de Roland Emmerich. Lui, il est passé des nanars au navet. Il est passé du nanar au nanar, non ? C'est-à-dire qu'il a quand même réussi à passer du nanar fauché au nanar friqué, quoi. Ouais, c'est pas fauché Universal Soldier. Il y a de la balle, Universal Soldier, c'est pas fauché quand même. Enfin, c'est pas un max de pognon. C'est pas vraiment le bon terme, mais à l'époque c'était une série B. Il y a du pognon. Il y a Van Damme, Lundgren, c'était un. Attention, c'est un film un assez gros duo. Je suis sûr. Non, à l'époque, c'est vrai que Lundgren, Van Damme, ça faisait une tête d'affiche. Ouais, une vraie tête d'affiche. Une tête d'affiche de cinéma. À l'époque. Ouais. Mais il est sorti en salle, le premier Universal Soldier. Ouais, bien sûr. Il a rapporté pas mal de fric d'ailleurs, je pense. C'est pas Fred Astaire Sitcharis, mais à l'époque c'était pas mal quand même. D'accord. Pour du gros cinéma qui tâche à la con, quoi. Absolument. Mais non, Emmerich il est passé de nul à nul, quoi. Une évolution de carrière tout dans la nuit. C'est une évolution stable au moins, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a plus de CGI. Et je pensais aussi aux séries qui commencent par des bons films et qui finissent par des nanars. Je pensais par exemple à la majorité des séries. oui, mais qui finissent par qui commencent par des grands films. Alors, je prends l'exemple des Dents de la Mer par exemple. Ça commence par un grand film et ça finit par les Dents de la Mer 4. Ouais. Un sacré gros nanar quand même avec Michael Caine qui est cachetonné. Plutôt un navet, je dirais. Alors plus un navet pour le nanar pour moi c'est le 3. Qui est plutôt c'est celui où elle l'empale avec le bateau. C'est la nuit que la fille. C'est le 4. C'est le 4. Le 3 c'est celui qui dans se passe dans le parc d'attractions en 3D avec les boudins et tout là où ils sont mangés. Exactement. En 3D. Ouais, tout à fait. Les Dents de la Mer 3D. Un nanar en 3D, c'est pas. Je crois qu'on pourra pas. D'ailleurs, moi, j'ai vu récemment un film qui s'appelle Tentacule, qui était un très mauvais démarquage. Tentacule et Encule ta tante. Voilà, un très mauvais démarquage des Dents de la Mer avec John Huston qui joue dedans, un truc italien. Je crois qu'on n'aura pas trop l'occasion de parler d'Italie aujourd'hui, mais l'Italie. Et c'est fort dommage. Ouais, mais l'Italie, franchement, si il y a Mattei, il y a Castellari, les post-nuc et tout. Mais je pense qu'il faudrait une émission entière pour parler. Oui, il faudrait aussi parler de l'Allemagne un peu, non, avec Uwe Boll. J'allais dire Uwe Boll par exemple, pour moi c'est le Emmerich qui a pas réussi à évoluer dans le fric. Ouais, non, on peut pas dire ça. Non, Uwe Boll il est quand même beaucoup plus mauvais qu'Emmerich. C'est pour dire. Emmerich au moins tu vois pas les rails de travelling dans ses films. C'est vrai. C'est vrai, mais ça ajoute quelque chose chez Uwe Boll. Non mais Uwe Boll, n'en parlons pas. C'est pas des nanars, c'est pas drôle ce qu'il fait, c'est juste. Attends, François il adore. Si, il y a des films. Moi il y a des films. Je suis désolé. Postal, c'est ça? Non, Postal, c'est rigolo. C'est nul. Voilà, non, le premier House of the Dead. House of the Dead, ça se regarder sans problème. Hein. Ouais. House of the Dead, tout le monde a vomi dessus. Il y a pire, quoi. C'est seul contre tous. Le seul contre tous de François. House of the Dead, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre. Je dis juste qu'il y a largement pire et que sur pire, les gens ils disent rien. Et là, comme c'est très à la mode et très hype de vomir sur Uwe Boll. Il y a même des gens qui sont pas vus très à la mode parce qu'aujourd'hui il a un peu disparu des radars, j'ai l'impression. Qui Uwe Boll ? Mais non, il fait toujours 4 films par an. Ouais, mais t'as pas l'impression qu'on en parle beaucoup moins qu'il y a quelques années, franchement. Non, mais Uwe Boll, ils peuvent plus parler, ils ont peur de se faire taper les critiques. Si on veut parler cinéma allemand nanar, moi je dis oublions Uwe Boll. Moi je vous ai ramené une référence là qui est beaucoup mieux. Alors donc. Feu, glace et dynamite que ça s'appelle. Alors, juste pour expliquer vite fait, en fait, c'est réalisé par un mec qui s'appelle Willy Bogner Jr. Si vous vous intéressez au ski, eh bien, vous savez que ça a été un champion dans les années 50. Fils d'un autre skieur qui s'appelait Willy Bogner Senior. Je n'invente rien. Hein. Et en fait, il a repris la marque de vêtements de ski de ses parents. Ouais. C'est lui qui fournit l'équipe d'Allemagne de ski actuellement.
Il a eu un fils qui est mort à la fête de la bière, comme je l'ai dit. Ouais, en vrai, Je allemand, voulais quoi. insister. La fête de la bière. D'abus de bière. Je ne sais pas. Et c'était pas précisé. Mais en fait, Willy Bogner, il a une expérience dans le cinéma parce qu'il a bossé sur des James Bond, sur les scènes à ski justement, sur période Roger Moore. Ouais, au début de je sais plus lequel, là, il y a une scène. L'espion qui m'aimait, et il y en a et encore un autre. Au service secret de Sa Majesté, c'était pas Roger Moore, mais enfin, je crois qu'il a bossé dessus. Il y a une scène de ski, effectivement. Ouais, voilà, comme dans un James Bond sur 2. Donc il a bossé sur les scènes de James Bond, et alors il est retourné dans son Allemagne natale, et en 90, il a fait un film avec Roger Moore, ça s'appelle donc Feu, glace et dynamite. Il y a aussi Shari Belafonte, qui est la fille de Harry Belafonte. De Harry Belafonte, elle a le même prénom quasiment. En fait, le film c'est un nanar sportif, c'est-à-dire que Roger Moore joue un. non mais en fait Roger Moore joue un milliardaire, enfin un millionnaire dans le film, et il fait semblant de mourir parce qu'il est criblé de dettes parce qu'il veut sauver les rhinocéros nains de la forêt. Je vous jure c'est ça. Je vous jure c'est ça. Il vit dans un château. J'espère que vous prenez des notes. Gens qui écoutaient ce podcast histoire de pouvoir vous. Il fait semblant de mourir et il fait un testament vidéo où il dit oui, alors toute ma fortune de 135 millions de dollars, à l'époque ça devait représenter de l'argent, j'imagine, ira à celui qui gagnera le mégaton, qui est un événement sportif complètement improbable. Et donc tous ces créanciers envoient une équipe. Alors ces créanciers, parce que le film a dû être monté avec le fric de ces sociétés, c'est que des sociétés allemandes connues, c'est-à-dire il y a Bayer, le groupe pharmaceutique. Milka. Ah, c'est que du placement de produits. Oui, c'est non, comme mais ça qu'ils ont financé leur film. Milka, le Club Med, enfin voilà, Grundig. Et au milieu du film, il y a une séquence où on présente toutes les équipes. Et alors là, il y a des. Club Med non, mais bon, il y a aussi un français. Au milieu du film, il y a une séquence où on présente toutes les équipes. Et alors là, en fait, il y a des guest stars, des stars invités qui viennent, qui dirigent les équipes. Et c'est la seule scène du film où on les voit. Alors déjà, le présentateur, c'est Marjo Gortner qui joue dans Star Crash. Le fameux, le fils d'un évangéliste, tout ça. Et alors donc, dans les vedettes invitées, on a Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Dennis Conner, qui a gagné la Coupe de l'Amérique. Isaac Hayes pour l'équipe Grundig, qui a un seul dialogue dans le film, c'est yeah. Non, je vous jure. Niki Lauda, Jennifer Rush, et puis un mannequin qui était connu à l'époque, dont je vous passerai le nom. Et donc, pendant tout le film, on voit des marques partout. À un moment, il défonce un wagon où il y a un énorme mur de carton Milka. Il la défonce. Et alors, les équipes, il y a les bières Polaner, ils ont une équipe. Alors, les mecs, ils sont en habits bavarois. Et avant toutes les épreuves, c'est genre, tu sais, faire du ski sur des cailloux. Un rallye où tu passes, tu fais des grands 8 et tout. tu vois là, t'as les mecs des bières Polaner, ils boivent toujours avant les épreuves et tout. Enfin, bon, je peux pas raconter tout le film. Juste, il y a la musique de Deep Purple au début, parce que Deep Purple a un morceau qui s'appelle Fire, Ice and Dynamite aussi. Et donc, c'était très bien. Willy Bogner, 1990, ça se trouve en DVD. Chez qui? Bon, sûrement chez Cash Converter. Chez toi, déjà dans ton magasin à une époque. Et putain, merde, je l'ai raté, j'aurais dû le prendre. Ouais, non, mais il y avait quand même des sacrés paquets de trucs. C'est complètement dingue. C'est marrant parce que le mois dernier, vous étiez tous en train de vous engueuler, genre, le cinéma, c'est de la merde et de machin. Heureusement qu'il y a les nanars, en fait, quoi. Ah oui. Parce que pour rigoler, ça a l'air de vous avez cité un nombre incalculable de films depuis le début de ce podcast, alors que on galérait pour citer des films. Moi, j'aimerais bien de qu'on 2000 à cite 2010. des nanars français un peu. J'en ai un aussi. Alors les nanars français, est-ce que parce que là on se moque des Allemands, des Américains. Un vrai nanar français drôle, hein, pas. Est-ce qu'on considère Baby Blood, premier du nom, comme un nanar? Non, bon, on va déjà ne rentrons pas ne parlons pas du cinéma de genre. D'accord, ok. Récent. Donc on parle des Charlots et tout ça. Il y a ça. C'est bien. Il y a ça, c'est pas ce que je. Mais j'adore Deux Enfoirés à Saint-Tropez. Il y avait une période où il y a eu beaucoup de comédies nanars de Aldo Machon et les Charlots, les parodies pas drôles là. Les Charlots, ça c'est effectivement des films. Tu te demandes comment on a pu faire des sous. Parce que les Charlots, je pense que ils étaient super populaires. Moi, quand j'étais gamin, je les adorais, hein, comme tous les gamins de mon âge, j'imagine. La 7ème compagnie. T'es si vieux que ça, Bruno? Moi, les Charlots, ça existait plus. Hein. Non, il était déjà dans. Mais non, mais c'était rediffusé comme tous les ans. Oui, sur non, M6, mais les Charlots, ils étaient au fait de leur popularité quand dans les années 70. Ouais. Bon, bah voilà, au début des années 80, ça arrêtait pas de passer en boucle à la télé. J'en ai vu un paquet et franchement, j'étais fan. Ouais. Alors, non, toi, Louis, tu as. Alors, il y en a eu des nanars français de science-fiction. Il y a eu 2 films. Alors, il y en a un que j'ai pas vu, c'est Diesel avec le mec qui jouait l'Instit là, Gérard Klein. Gérard Klein. On a eu les polars nanars de Alain Delon dans les années 80.
de José Pinheiro. Ne réveillez pas. Un flic qui dort. Où c'est comme Dirty Harry, il va taper des fachos, mais en fait, lui, il est facho, mais comme les mecs sont encore plus fachos. Il va les taper pour leur dire arrêtez d'être plus facho que moi. Arrête. L'arbalète aussi, de long, mais un peu dans la l'arbalète. Il y a eu Terminus avec Johnny Hallyday et Karen Allen qui est un peu insupportable, je trouve, mais il y a un camion qui parle dedans, ça c'est bien. Alors moi je voulais parler d'un truc, alors on aurait pu parler du BHL, mais bon c'est un peu spécial. Je voulais parler de Thème, le film de Patrick Sébastien. Non, je voulais pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi Bigard aussi qui nous a fait un film horrible. Je voulais parler d'un film, alors ça s'appelle Kill, ou alors Kill, puisque c'est un autre titre, ou alors Police Magnum. C'est un film qui se trouve en DVD et c'est réalisé par Romain Gary, c'est-à-dire le monsieur qui a gagné le prix Goncourt 2 fois, je crois. Émile Ajar, donc pas n'importe qui. Il a fait un film. Alors dans le film, il y a Jeanne Seberg, qui était sa femme à l'époque, je crois. Et sinon, il y a Stephen Boyd, c'est le méchant de Ben-Hur, qui se balade dans un accoutrement de biker sadomaso un peu. James Mason, un très grand acteur qui jouait dans n'importe quoi à l'époque, je pense pour une pièce. Kurt Jurgens et ses yeux bleus et son double menton. Et puis Daniel Emilford, qui n'était pas connu, mais qui nous faisait le même rôle que dans OSS 117, c'est-à-dire un policier pakistanais avec une canne. Paix à son âme. Et un gros nez. Et donc Kill, en fait, donc Romain Gary a écrit le film. C'est un film sur la drogue, parce que la drogue, ça le révolte. Donc il a écrit les chansons. Il a écrit les chansons du film qui sont insupportables. Ça commence en Suisse avec il y a Jeanne Seberg qui écoute un disque avec des bruits de jungle et puis elle a une coiffure afro. Mais il y a aussi un coucou. Enfin, il y a une histoire de cartel de la drogue au Pakistan, mais ça a l'air d'être tourné au Maroc. Vous pouvez le voir parce qu'il y a des très bons dialogues écrits par un prix Goncourt, comme ne fais pas de psychologie avec moi, Émilie, ce serait une perte de temps et une perte de psychologie. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. C'est un film des années 70, c'est assez curieux, un peu dur quand même, un peu dur sur l'homme, je dirais. Mais ça se trouve facilement, il y a eu pas mal d'éditions DVD dans les bacs à soldes, vous allez trouver ça. Si vous aimez les polars 70, un peu French Connection du pauvre, couplé avec un film de vigilante au Pakistan. Ah oui, il y a des mecs qui font du trampoline dans le film, c'est le motif du film, visiblement au Pakistan, on adore faire du trampoline. Et donc la fin est surréaliste. Il y a à la fin les dealers se font buter et tu vois les cadavres. En fait, le héros qui était un pourri, il voit les cadavres sauter sur le trampoline et avec du sang au bord des lèvres, genre Dracula, qui font oh viens et tout comme ça. Ça a l'air vachement bien. Un nouveau monde s'offre à nous. Et Jeanne Seberg fait au héros mais qu'est-ce que tu cherches, parce qu'elle a toujours son accent si célèbre. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu ne peux pas les tuer tous. Et là, Stephen Boyd fait je n'aspire pas à la perfection. Tu les as tous tués? Oui. J'aime les Américains. Est-ce que vous pensez que dans 20 ans, il y aura des gars qui parleront de frontières ou de trucs comme ça, comme de gros nanars incomparables du cinéma français, alors qu'aujourd'hui on les voit encore comme des simples films de genre qui ont foiré. Ouais, je pense que ça c'est évoluera, possible. Le cinéma évoluera et forcément ça deviendra un moment. Là pour l'instant, on a tendance à dire que c'est mauvais et plus tard on dira que c'est sympathiquement mauvais, quoi. Ouais. Je pense que je sais tout pas. ça c'est voué. Toi tu te poses la question. Quand on voit un film, tout de suite on peut le voir s'il est sympathiquement mauvais, non? Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans. Non, parce qu'il y a aussi le côté kitsch. Des frontières, perso, j'ai trouvé ça pourri et je vois pas ce qui changera dans 10 ans. Il faisait une comparaison forte à propos avec le Beaujolais. Parfois, il y a un moment où c'est bon et d'autres moments où c'est pas bon. Je sais pas, je me dis, La Horde, par exemple, j'ai trouvé ça à chier par la pine au cinéma. On va peut-être ça se trouve, je mentionner à chaque podcast. Si, parce qu'à chaque podcast, il faut en mettre un petit coup sur La Horde. Mais non, je vais dire merde. Non, parce que sinon, il y a encore des gens qui ne l'ont pas vu. Non, mais des films, voilà. Les films sont mauvais, mais c'est vrai, ça peut changer avec le temps parce qu'effectivement, avec 10 ans de recul, des fois, tu te rends compte que certains effets, ça peut c'est comme les pattes def, tu vois. Moi, je dirais que ça peut changer avec le temps parce que 10 ans après, tu t'aperçois que finalement, aujourd'hui, c'est encore plus de la merde. Alors finalement, c'était pas si mauvais. Regarde comment sont sapés les mecs dans les films des années 70. Ouais, c'est vrai que ça. Les mecs ont toujours des pattes def et les coupes de cheveux aussi mulets des années 80. Les mulets, les coupes au bol.
À l'époque, c'était vachement classe. Hein. Et encore, mulet des années 80, tu regardes Chasse à l'homme de John Woo, qui date des années 90. Jean-Claude Van Damme porte encore un mulet absolument. Oui, mais ça, c'est des films d'action. C'est complètement fou. Mais ça, c'est pour les plans ralentis avec les cheveux. Pour en revenir sur La Horde, excusez-moi de m'acharner sur ce film, mais par exemple, la scène du parking où le mec est sur la bagnole et où il flingue des omblards et tout machin, au cinéma, j'ai trouvé ça outrageusement mauvais, mais je suis sûr que dans 10 ans, en fait, en le revoyant, je vais rire, quoi. Je vais énormément rire. J'en sais rien parce que perso, j'ai trouvé ça mauvais aussi, mais j'ai pas envie de le revoir. Donc, du coup, alors qu'il y a un nanar, justement, la particularité du nanar, c'est que tu as du plaisir à le revoir. Moi, je pense pas que j'aurais du plaisir à revoir là. C'est pas toi qui trouveras que c'est un nanar. C'est les jeunes de dans 10 ans ou 15 ans qui le verront pour la première fois. Entre potes et qui parce que toi, j'ai retrouvé ça. Ne dis pas que t'as jamais discuté avec un célèbre italien de ta boutique qui te disait que Barbarian c'était mieux que Conan. Tu vois, que La Mort au large c'était mieux alors que toi, voilà, que La Mort au large c'était mieux, voilà. Et Barbarian, par exemple, qui a quand même un excellent nanar en puissance avec deux mecs jumeaux qui se tapent dessus et qui se rendent même pas compte qu'ils ont la même tête. Les frères Grégory. Quand même. Et bah, les gens qui l'ont découvert à l'époque et t'en as côtoyé un, trouvaient ça exceptionnel. Et toi qui l'as pas connu à l'époque exactement, tu l'as découvert plus tard parce que pour telle ou telle raison, tu trouves que c'est un nanar. Mais je pense que La Horde, toi tu trouveras ça toujours mauvais. Et que les gens qui le découvriront plus tard trouveront peut-être ça avec un capital sympathie en se disant ah t'as vu c'était comme ça les années 90. C'est rare, c'est pas une règle mais c'est rare que le nanar soit instantané. C'est-à-dire c'est rare que un film qui sorte l'année d'avant, sauf quand ils sont vraiment fauchés. Si, maintenant tout est soit culte instantanément. Oui, non mais d'accord. Maintenant tout est comme ça, donc tout est instantané. Tout est instantané. C'est le nanar instantané. Mais souvent 5 ou 10 ans de bouteille pour le film peuvent faire toute la différence. Des fois, il faut pas plus longtemps pour que les coupes de cheveux. C'est-à-dire que voilà. Alors, vous voulez dire que les nanars pour vous, c'est aussi une question de démodé, c'est démodé. Pas forcément, parce que tu vois. Je rebondis là-dessus parce que t'as quand même l'impression que dans un nanar, étant donné qu'il y a peu d'argent pour la direction artistique, forcément elle prend un coup de vieux vachement plus vite qu'une direction artistique chiadée sur un film qui a plein de pognon. Ça dépend, il y a des films à plein de pognon avec des effets spéciaux de ouf qui prennent des coups de vieux. Oui, bien sûr, mais un nanar aura tendance à vieillir vachement plus vite. C'est-à-dire que comme disait Louis, en 5 ans, un nanar il a déjà pris un coup de vieux au niveau des coupes de cheveux, au niveau des... Je suis pas d'accord, Carnosaur 3, tu le voyais à l'époque de sa sortie, je vois pas ce qui peut vous empêcher ici de dire que c'était pas un nanar. Je veux dire, un mec en costume, ça reste un mec en costume. Je dis pas que c'est une règle. Après, Carnosaur 3, ça a pas. Là, on parle de films de maintenant, genre qui sortent au cinéma. Oui. Ouais. Tu vois. Et qui seront faudrait comme des plutôt nanars. regarder tout ce qui est DTV et tout, qui ça peuvent vieillir comme des nanars. Moi, personnellement, le seul truc que je trouve ultra nanar sorti ces dernières années, et je me dis, mais comment avec autant d'argent je peux avoir des idées que même dans un nanar j'ai pas, c'est Bad Boys 2. Ouais, c'est vrai que Bad Boys 2, les scènes où ils jettent des cadavres pour arrêter des voitures. Mais je trouve ça d'une nanardise sans nom, quoi. Le mec il s'est dit allez on y va à fond. Wouh. Bah alors comme à ce moment-là, Corman quand il fait dans Dino Croc la scène où il attrape le mec par en dessous, t'as juste la tête qui vole. Il a dû se dire waouh c'est chambé. Non mais je sais pas si on peut qualifier vraiment Bad Boys de nanar. Moi je pense que faut peut-être pas confondre avec plutôt que ça soit un film. C'est plutôt un film vulgaire pour moi. Et d'ailleurs, Michael Bay, quand il fait Transformers 2, il filme en gros plan les couilles d'un robot. Son l'extrême vulgarité de Bad Boys 2. Le rend nanar. Nanar, ouais. Quand t'as la scène dans la morgue où ils fouillent les cadavres et qu'ils sont en train de plotter une meuf qui est morte, mais pour moi, ça c'est un truc que je pouvais voir que dans des nanars obscurs. Personne, lui, il s'est dit allez, fou, ce mec, 180 millions de $. Ou dollars. alors il te filme un plan avec des rats qui baissent, quoi. Mais... Souvent, quand je parlais du recul, le fait est quand on parle des TV, souvent c'est des films que tu découvres de toute façon avec au moins 5 ans de recul parce que le temps qu'ils soient édités en France, machin, que t'ailles à ton cache converter, et que tu prennes le temps de le regarder, etc. Et souvent le film, c'est comme le vin en fait, tu le mets dans une cave, il prend la poussière, et il est vachement bon. On va leur demander du pognon, parce que on leur fait de la pub depuis. C'est le dealer officiel des nanars en France. Ça existe encore en France ou ça a changé de nom? C'est Cash Express maintenant. Tu fais de la pub. Tant qu'il reste non mais quand je vous dis que j'ai envie de décrocher un partenariat, je dis pas ça pour de faux là. Je les appelle tout de suite après.
Mais oui, c'est vrai que faut forcément attendre un petit peu plus de toute façon. Voilà. Alors juste, au début de l'émission, on a parlé de Story of Ricky. On va juste préciser rapidement que le réalisateur Nam Nae Choi a une grande carrière, une très grande carrière de nanardise, puisqu'il avait enchaîné juste avant ou juste après Le Chat. Le Chat. Comment expliquer ça Alors le super chat film en ultra bien chorégraphié, comme le chat, comme l'animal. C'est comme l'animal quoi. Voilà. Alors c'est un chat. Ouais. En fait, c'est un chat, mais il vient de l'espace et c'est la réincarnation d'un général extraterrestre. Et ben pourquoi pas. Et il se bat. Arrêtez de rire. Et il se bat contre une espèce de slime très Ghostbusters 2. Ouais. Et au milieu de ça, il y a une histoire de mec qui écrit un bouquin sur des meurtres et tout, qui est joué par Weasley. Mais il se bat aussi contre un chien. Oui, mais j'y viens. Si tu dis contre un slime, je dis ouais, mais c'est pas ça là. Weasley, c'est le mec qui joue toujours les traîtres chez John Woo. Voilà. Ah oui, pas Wesley Snipes. Non. D'accord. Wesley Snipes. Ah oui, d'accord. Le pauvre. Et donc au milieu du film, effectivement, le chat à un moment qui se bat contre un chien. Et donc il y a une baston qui est chorégraphiée, mais vraiment chorégraphiée comme un vrai combat. C'est Philippe Kwok qui fait la chorégraphie. Philippe Kwok, c'est le mec qui a fait le Pacte des loups, qui joue dans Story of Ricky, et qui a peut-être chorégraphié aussi. C'est le mec qui avait bossé sur À toute épreuve. Il fait le tueur borgne et c'est lui qui avait fait le Pacte des loups. Je le dis une deuxième fois. Vous vous souvenez probablement des chorégraphies puisque on voyait rien. Il n'y a pas de raison qu'on tape toujours sur le même film. Donc le chat, oui, alors le chat, moi, malgré tout, en fait, malgré le combat chien-chat qui est vraiment assez spécial quand même, Ça vaut pas Story of Ricky. Ah, je sais pas, moi, le détail qui me fait le plus marrer, en fait, c'est que Weasley, il joue un écrivain et il vit dans une baraque mystérieuse, dans une baraque où il n'y a que la baraque, elle est faite que avec des livres et des bouteilles d'alcool. Mais à un moment, ils se battent dans la baraque et on voit, il y a des bouteilles d'alcool partout et des bouquins partout. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Je ne comprends pas la volonté. Je comprends pas ce que ça exprime, à moins qu'il écrive et qu'il boive tout le temps. Ça doit être ça, hein. Ce qui est le genre de la vodka. Les écrivains sont alcooliques. Oui, mais ça on le savait, non Le chat, et il a fait Nam Nae Choi, il a fait un autre truc avec Choi Yun-fat qui était horrible, qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, Witch from Nepal ou Witch from Mountain, enfin bon. Moi je tiens juste à dire, dans les nanars avec des chats, faut regarder Le Clandestin. Oui, il y a Le Clandestin aussi. Qui est très très bien. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que tu peux pas comme ça nous mettre l'eau à la bouche. C'est un chat venimeux. C'est un chat qui est possédé par une espèce d'entité, je sais même plus si c'est extraterrestre ou quoi. Enfin bon, ouais. Ils sont sur un bateau, donc déjà c'est clos. D'accord. Il y a un chat très mignon et de temps en temps, il se fait éventrer. Il a une espèce d'extraterrestre qui lui sort de la gueule, qui va tuer quelqu'un et qui re-rentre dans le chat. Et les scènes où l'extraterrestre sort et re-rentre, elles sont mais à se pisser dessus quoi. C'est une espèce de marionnette. Mal faite de chat dégueulasse éventré avec un truc qui ressemble à rien qui rentre dedans et c'est très sympa. Witch from Nepal 1985 avec Choi Yun-fat effectivement qui joue un personnage qui s'appelle Joe comme moi. Donc il faut impérativement que je vois ce film qui est nul mais à la fin Choi Yun-fat arrive avec un lance-roquette pour tuer un démon alors qu'il joue un professeur à lunettes pendant tout le film. Et je sais qu'il en a fait un autre dont j'ai plus le nom où il y a un mec qui se bat contre un kangourou sur un ring aussi. Oui, et alors Nam Nae Choi je crois n'a quasiment plus rien fait depuis le chat Story of Ricky, son double combo ultime de la mort du début des années 90. Et ce qui est alors, est-ce que vous connaissez des nanars qui durent plus d'1h30 vous ? Parce que généralement il me semble aussi que c'est ça qui est bien dans les nanars et qui fait qu'on s'ennuie pas, c'est qu'il y a souvent un sens du rythme assez incroyable et qu'en 1h20, 1h30 tout est dit, tout est là. Et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est rare, c'est rare que ça dépasse ça en fait. Ouais, quand ça dépasse après souvent c'est long, c'est chiant et ça devient un navet. Mais en fait, est-ce que les réalisateurs de films mainstream aujourd'hui devraient s'inspirer des nanars pour réaliser des films corrects ? Ouais, mais 90 minutes c'est un truc standard en fait. C'est une durée qui a été acceptée comme standard parce que c'est une durée qui se prête particulièrement bien. En fait, c'est une bonne durée pour un film, 90 minutes. Si les nanars font 90 minutes, c'est juste que comme c'est des films qui sont usinés à la chaîne dans un processus en général chez Corman, chez Filmark, etc. C'est juste que c'est le truc optimal, c'est pas trop long, pas trop court. Justement, parce que les mecs ils savent que s'ils font plus long, les gens ça va les faire chier. Ouais. Obligatoirement. Même si ça veut pas dire que le film est bien à côté, mais est-ce que les mecs, la dernière fois on en avait parlé, oui, ce serait peut-être bien que qu'à Hollywood on sache refaire un film qui dure moins de 2h20 pour rien raconter. Ouais. Voilà. Mais c'est pas un truc, le film de 90 minutes, c'est pas propre au nanar, je dirais. C'est propre au bon film. C'est propre, non, mais
la majorité de la production américaine et occidentale est calquée sur entre 90 minutes et 2 heures, c'était l'idéal. Ouais. Et puis tu gardais plus pour les films où il y avait vraiment beaucoup de pognon ou vraiment une très grosse histoire à raconter. Ouais. Après en Inde, après on pourrait parler Voilà, de l'Inde aussi. parce qu'en Inde, c'est ça, j'allais en dire, ils font des films mais qui sont d'une longueur mais insoutenable. Là, le public, les attentes sont différentes. Voilà, et pourtant, parce que c'est contemplatif où il se passe plein de trucs pendant... C'est à énorme pouvoir nanardesque que tu regardes. Que j'ai là-haut, la Krish, un truc de super-héros, mais qui dure 2 plombes. Tu retires toutes les scènes de chant et de danse, déjà, t'as gagné au moins 40 minutes de film. On parle de films de Bollywood. Ouais. Ah oui, mais il y a et tu regardes le dernier truc, là, de Robot. Il y a les morceaux de danse et de chant. Robot, là, le dernier film qui est sorti. Le truc de Robot, ça a l'air mortel, hein. Mais c'est mortel, mais ça dure 2h50. Mais c'est à tomber par terre. T'as jamais vu autant d'idées dans un film, quoi. Ouais, à la fin, quand il y a tous les robots, là, j'ai trouvé que c'était vachement inventif dans les combinaisons. Mais c'est hallucinant, hein. Mais par contre, faut se taper les 2h50. Oui, c'est sûr, j'ai vu un. T'as vu un best-of Mediamix sur YouTube. En Albanie, tu peux trouver. En Albanie. C'est à pleurer ce film. Il y a des idées tout le temps. Il y a une scène dans un train, c'est de combat, mais par contre, ça va super mal Erigan, je crois. Erigan, un truc. C'est pas sorti. C'est sorti quand? Il y a combien de temps? C'est sorti au mois de septembre ou octobre. Ah oui, c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. C'est pas la bande-annonce qu'on a mis sur notre blog Cripshop il y a pas longtemps. Ah, c'est ça. Donc on peut déjà le voir. En parlant de blog Cripshop, Shark in Venise. Eh ben oui. Oui, donc l'histoire d'un requin qui va dans Venise, se balade dans Venise, la merde, avec un des célèbres Baldwin. Les Baldwin, évidemment, qu'on trouve souvent un des célèbres sur 42. Donc généralement, voilà. Généralement, quand on voit le nom, voilà, Baldwin, plutôt du navet. C'est un indice. Plutôt navet. Non, il y a Titanic 2 aussi. Alors ça, il y en a déjà eu 3, non, des Titanic 2, je crois. Je sais pas, mais il y a une vraie bande-annonce en tout cas. J'étais surpris. Oui, c'est vrai qu'il y a Titanic. On en a pas fini avec les nanars. Est-ce que vous avez vu des vieux nanars genre les Ed Wood ou les trucs comme ça? J'en ai vu un ou deux des Ed Wood. C'est un peu. Moi, j'ai vu que celui que tout le monde a vu, là, Plan 9 from Outer Space. C'est ça m'a pas marqué plus. Bah ouais, en fait c'est ça. Alors je disais que des fois le nanar fallait peut-être attendre 5 ans, mais faut pas attendre trop longtemps non plus, quoi. Sinon parce que sinon le jeu, enfin ce qui est marrant, Plan 9 c'est marrant c'est très nul, mais c'est vraiment calqué sur un cinéma de l'époque. De science-fiction, c'est vraiment très sur des conventions comme ça qui sont c'est un peu, j'ai revu récemment un film qui est pas né un nanar, j'ai revu Y a-t-il un pilote dans l'avion. C'est la première fois que je le voyais en VO, peut-être que c'est pour ça. J'ai souri, mais j'ai pas beaucoup ri, quoi, même s'il y a plein d'idées dans le film nana, j'ai pas beaucoup ri, et en fait je me suis demandé si c'est parce que c'est une parodie d'un genre de film qui a plus aucune pertinence aujourd'hui, quoi, qui était ancré dans une époque et le film d'avion, le film catastrophe dans l'avion où il y a eu toute une série Airport 80, Concorde, enfin bon. Maintenant il y a des serpents dans l'avion maintenant. Mais je suis un peu d'accord avec. Enfin, c'est marrant parce qu'il m'est arrivé une expérience un peu similaire récemment. Je suis tombé sur le Police Academy, premier du nom, par hasard à la téloche, et j'avais ma copine à côté de moi et j'ai fait oh, putain, t'as jamais vu Police Academy? Il faut qu'on regarde ce film, c'est absolument incroyable. Et là, elle t'a dit mais calme-toi. On commence à regarder Police Academy. Et je n'ai pas ri une seule fois. J'étais dégoûté. Et elle me disait mais pourquoi tu veux qu'on regarde ce film? Je disais mais tu vas voir, à un moment ça va être trop drôle. Et en fait ça n'a jamais été trop drôle. Et même quand le black il fait des bruits avec même. Et je me suis dit, c'est effectivement, est-ce que t'as des genres de films comme ça qui sont ancrés dans une époque où ça te fait marrer à un moment, mais tu peux, si t'attends trop. Non, mais moi je pense que c'est ça, un bon nanar, c'est un truc qui réussit à rester intemporel, à rester éternellement mauvais et quand même fun. Et éternellement drôle, quoi. Ils nous feront rire pour les Non, mais oui, c'est parce que quand on est gamin, on est beaucoup plus indulgent, c'est tout. Hein. On n'a pas de recul critique, quoi. C'est vrai. Voilà. Moi, Police Academy, je suis persuadé que j'adorais gamin. Hein. Je suis persuadé que ça me ferait comme toi aujourd'hui. C'était plus drôle dans le contexte de l'époque. C'était plus drôle parce que ça renvoyait à d'autres films, en fait. Enfin, c'est ça. Police Academy, c'est quand on est gamin, non, encore une fois, pour moi, c'est des films pour enfants, je pense. Police Academy, moi je me souviens que j'arrivais à faire une association entre justement toutes les comédies américaines qui sortaient à cette époque-là et même d'une manière plus générale
quand je repense à la première fois que j'ai découvert Police Academy, je repense aussi forcément à Ghostbusters ou à des films comme ça que j'ai vus à la même époque et qui avaient un petit peu la même saveur dans mes souvenirs. Et pourtant, je revois le premier Ghostbusters aujourd'hui et je revois Police Academy, et là, je constate effectivement une sacrée différence entre les deux films. Mais à l'époque, quand j'étais gamin, je faisais pas de distinguo entre ces deux films-là, si tu veux. Pour moi, ils étaient aussi cool l'un que l'autre. Ouais, bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, bon, il y en a un qui est plus. Mais c'est une comédie, Police Academy. La comédie, c'est un art difficile, je dirais. Ouais, c'est-à-dire que c'est difficile que ça reste pas ancré dans une certaine période. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de nanar de comédie. Non. Bah si, on parlait tout à l'heure des nanars français, la Max Bigard, Sébastien, c'est pas un nanar. Est-ce que vous êtes allé voir le Baltringue? Oui, c'est ce que j'allais dire, Vincent Lagaffe, tiens, le dernier nanar. Est-ce que vous faites partie des 1000 personnes qui l'ont vu? Non. Oh, je vais te dire, je le verrai même pas en DivX que ça en plus. Il paraît que c'était pas si nul que ça. Louis, on t'a cru. Non mais c'est vrai, arrêtez. Vous savez, tout de suite il y a la gaffe dedans. Putain, vous êtes perclus de préjugés. Non mais ça n'a rien à voir avec la gaffe. Moi j'attends de le voir, je serais curieux de le voir. J'attends de le voir. Je veux dire, ce mec-là, c'est un peu le sosie français de Robert De Niro. Après tout, pourquoi pas? Enfin, dans les choses plus récentes, parce que tout à l'heure tu nous avais sorti Machine Girl par exemple. Ouais, mais ça c'est assumé dès le début. Ouais, et justement, je trouve que le côté assumé, ça plombe un peu le. En fait, je trouve que c'est des films qui ont trop le cul entre deux chaises. C'est ça aussi. Est-ce que le nanar est forcément inconscient de sa position de nanar en fait? Toute cette gamme, toute cette gamme qu'ils sont en train de faire maintenant. Tokyo Gore, machin. Les Japonais ou même les Américains sur Sci-Fi avec les Sharktopus, les Dino Shark, les trucs comme ça, Mosquito Man et tout ça. Et tout ça maintenant, c'est fait directement en disant regardez, vous allez rigoler, on vous met un monstre improbable, ça va être fun et tout, les piranhas, le Giant Piranha et tout. Alors que je trouve que les nanars qui restent vraiment, c'est limite ceux qui sont pas fait exprès, quoi. Ouais, c'est ce que je demandais à Bruno, mais vous n'écoutiez pas. Non, donc un bon nanar, c'est forcément un nanar qui s'ignore. Je pense que c'est un qui marque plus. Ouais. Parce que c'est celui pour lequel tu vas avoir de la sympathie. Oui, parce qu'il y a un amour derrière, une sincérité dans la démarche artistique. Voilà, tout simplement. Ouais, l'amour, je sais pas, mais des fois, oui. Il y a non, mais clairement, je veux dire, on va revenir encore sur Story of Ricky. Moi, je suis persuadé que quand il l'a réalisé, il s'est dit, je vais faire un bon film. Et au final, c'est comme disait François, enfin, moi, j'ai pas eu la BD, mais il a l'air de dire que l'adaptation est assez fidèle et tout. C'est fidèle. À la fin, enfin bon, vous l'achèterez en DVD, fermez vos oreilles. Le patron de la prison, il se transforme vraiment. Il essaye vraiment de l'étrangler avec ses boyaux. Il lui tape dans la tête, l'œil tombe, il est mangé par des corbeaux. Enfin, tout ça, c'est dans la BD, quoi. C'est parce que on dira ce qu'on voudra sur Story of Ricky. Mais c'est vrai, par exemple, je l'ai pas vu en entier, mais pour prendre une autre adaptation. Qu'il y a eu Cutioni, le film qui avait fait je sais plus qui, et ça ressemble à un duvet cinéma tout mal torché, voilà, quoi. C'est vraiment pas bien. Mais alors que Story of Ricky, toutes les adaptations japonaises, même le film de Cat Size, c'est horrible. Il y a un film de Cat Size. Il y a un film de Cat Size. C'est pire que le film de Ken le Survivant. C'est pire, ouais. Parce que Ken le Survivant, attention. C'est pas mal. Ken le Survivant. Non, avec Chris Penn. Mais oui. Oh non, c'était très mauvais. Ken le Survivant, c'est pas bon, mais tu sens que tous les gens qui ont participé au film ont fait de leur mieux. Mais leur mieux est pas très bon. Enfin moi ça fait partie d'un film que je visualise tout de suite comme un nanar, quoi. Ouais, c'est plus on tire quand même un peu plus sur le navet, et c'est assez fidèle aussi d'ailleurs. C'est pas assez violent. Il y a qu'une seule explosion de tête, ouais, c'est pas très violent, qui est très bien faite. Qui est on la voit même pas, on voit la tête gonflée, puis après l'explosion, il me semble, elle est hors champ. Mais l'esprit, il est visuellement, c'est pas ce qu'il y a de pire, quoi. Ça vaut pas le Nicky Larson avec Jackie Chan, où tu te demandes c'est quoi cette adaptation. Mais au milieu, il y a la meilleure adaptation de Street Fighter. Voilà. Mais vaut mieux aller regarder Mr. Mumble, il s'appelle pas Nicky Larson, il s'appelle pas Mammouth, mais c'est tellement plus fidèle, quoi. Ouais. Et Cat Size. Et Cat Size, ça. Moi, je l'ai regardé en me disant putain, je suis sûr que ça va être pourri. Trop bien. Ah ouais, ça va être nul. En me disant je suis sûr que ça va être pourri, je vais rigoler comme Cutioni. Je suis sûr que et en fait, c'est tellement fait limite sans amour, enfin dans le sens où tu sens qu'ils ont fait ça pour des gens qui vont se dire bah non, ça essaye de se prendre au sérieux. Ah, ça se prend au sérieux. Les filles en fait quand elles ont leur costume pour que ce soit des chats, elles ont des griffes au bout des doigts et tout, enfin c'est nul, c'est chiant.
Et finalement, tu t'attaches pas. C'est mal torché, quoi. C'est mal torché. C'est un truc récent, non ? Ça a une tête de V-cinéma, quoi. C'est comme à peu près tous les films japonais en ce moment. Ouais, c'est un peu le problème. Ouais. Même le dernier truc, là, Yamato. Yamato, ça a l'air d'être l'impression de regarder une série télé américaine. Et c'est ça, c'est que tu vois un nanar comme Zero Freaky. Quand tu le regardes, la photo elle est belle. Ouais. T'as l'impression qu'il y a de la thune et tout, même si tout. Le film est en 1,85 moi, ou les en derniers films japonais. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu de film japonais, mais le dernier film gros mauvais japonais que j'ai vu, dont je me souviens, c'est le Godzilla Final Wars de Kitamura que j'ai trouvé. C'est pas mauvais, c'est bon. Si, j'ai trouvé ça à gerber, moi. Non, c'est bon. C'est pourri quand même. Non, c'est pourri. Non, mais Kitamura, moi, en plus, j'aime pas trop, mais j'avoue. Moi, j'aime bien Kitamura. Non, la première fois, Final Wars, c'était un peu dur. Mais j'avoue que je l'ai revu. Je trouve quand même, en fait, c'est bien. Je trouve qu'il est c'est mieux. D'ailleurs, c'est mieux torché que. Parce que ces trucs là, Azumi, machin et tout, avec sa caméra qui fait des 360. Ça le fait juste à la fin, pendant tout le film, tu te fais chier. Le louche. C'est-à-dire que maintenant ils ont tendance soit à faire des trucs comme Machine Girl, toute la bande de Sushi Typhoon, là, des trucs genre ça va être fun, vous inquiétez pas, on assume ça jusqu'au bout. Bah disons que la jaquette de Machine Girl, si ça te ment pas sur la marchandise, ça a l'air cool. Elle annonce la couleur. Oui, absolument. Mais c'est pas un nanar, ça deviendra pas un nanar. Parce que dès le début, ils l'ont conçu comme, pour ça, comme un truc qui va être fun et décomplexé. Ouais, d'accord. Alors que ce qui reste en tant que nanar, que ce soit une comédie... Il a dit décomplexé. Cela dit, mais il a raison François, parce qu'une des caractéristiques du nanar, je pense, c'est que malgré tout, on rit souvent à l'insu du film. Oui, c'est ça. Exactement. On rit pas avec le film. Ouais. Et à partir de là, je pense que c'est vraiment la... c'est là que ça bascule, quoi. Ouais, clairement. C'est là que... Parce que on va pas se mentir, on se moque aussi un petit peu des prétentions du réalisateur, de ses intentions artistiques. Parce que regarder un nanar, ça reste un plaisir, mais on se moque pas tellement des prétentions, mais on se moque de la façon, alors qu'évidemment, on ferait sûrement pas mieux, hein. Je veux dire, ça s'improvise pas d'être réalisateur. T'as qu'à prendre une caméra. Exactement. Mais bon, voilà, le mec, il a choisi de livrer son œuvre en pâture au public. Faut qu'il assume ses choix ensuite. Bien sûr. Non, mais on est parfaitement d'accord. En fait, le nanar, c'est un navet qui a réussi, parce que. Oui, c'est un mauvais film sympathique. C'est une belle formule, je trouve. Voilà, c'est un navet réussi. C'est un navet qui a réussi, ouais. Effectivement. Mais ça, il y a quand même. Selon ce qu'on dit depuis le début de ce podcast, il y a quand même pas mal de conditions sine qua non pour que ça rentre dans la catégorie nanar. Faut que ce soit pas trop fliqué. Alors vous voyez qu'il y a quand même des critères objectifs. C'est très clinique en fait. Il y a des critères objectifs. Film, tu sais quoi. Quand tu vois le film, t'as pas besoin. Tu fais pas une grille, tu fais pas une checklist. Tu sais ce que. Ouais, mais après il y a des films. Moi, j'arrive pas à classer. Comprendre. Non, il y a des films qui restent cultes, qui pourraient basculer dans le nanar, mais que les gens continuent à dire que c'est des films cultes, genre Rocky Horror Picture Show. Ouais. Ça a toujours été nul, mais ça il fallait le voir à l'époque en fait. Non, mais maintenant ça a une espèce d'aura un peu culte, machin chose, alors que ça pourrait très facilement basculer dans le nanar. Et tu le regardes, c'est. Mais pour moi, c'est un nanar culte. C'est-à-dire que ça a des côtés culte pour moi. Ça a des côtés complètement nanar. Rocky Horror Picture Show. Attends, c'est forcément culte. Carnosaur 3, toi t'aimes bien, tu trouves ça culte. Ouais, mais attention, c'est culte à mes yeux. Après, cela dit, je suis vachement prosélyte. Moi, avec mes nanars, je les emmène partout dès qu'il y a l'occasion de les montrer. Je les promène et tout. Non, mais sans déconner, quoi. Je veux dire, voilà. Le Raptor, tu lui fais faire sa petite crotte. Ouais, voilà. Quand il tape du gros orteil, là, comme ça veut dire que bon, alors je vais le promener. Tiens, un nanar qu'on n'a pas évoqué, c'est Mosquito. Mosquito Man ou Mosquito? Non, Mosquito. Ouais, Mosquito avec des putains de moustiques géants quand même qui attaquent à un moment un camping-car qui s'enfuit et les moustiques ils percent le camping-car et tout, mais c'est des ouf. C'est survénère Mosquito. Mais attends, mais c'est récent ça. Ah non, c'est vieux. C'est une dizaine. Le réalisateur c'est je ne sais plus, Gary. Ouais, mais Mosquito justement, je me demande si ça rentre pas un peu dans la catégorie genre Machine Girl, parce que comme il y a je sais plus lequel qui faisait les Orpheus à un moment, et tu sais à la fin il trouve une tronçonneuse et il fait ça fait longtemps que j'en avais pas touché une. Je dirais que c'est peut-être un clin d'œil simplement à l'acteur, mais de toute façon tous les films. Il y a Gunnar Hansen qui joue dedans, le Leatherface original. Qui a l'air vieux, fatigué. Mais tous les films d'animaux géants finalement ça tend à chaque fois être un peu. Maintenant, ouais. Bah oui, parce qu'avant, les fourmis géantes attaquent, etc., ça reste des putins de films Python, des années par 60. Exemple, tu vois, Python, qui est un film assez récent, je trouve que justement, t'as pas ce côté-là dans Python. T'as pas ce côté-là, ça peut virer nanar parce qu'effectivement, il change de taille en fonction des objets qu'il mange. Oui. Quand il mange une voiture, il est géant, quand il mange un humain, il est Après, petit. il est dans un garage, il tient. Alors, Anaconda, c'est un nanar ou pas? Non, Anaconda, c'est un navet avec du fric. Anaconda.
Enfin, moi, ça m'a fait chier. Il y a un 2, je crois. Ouais, c'est pire encore. C'est un navet avec des fulgurances comme John Voight dans l'estomac. Et là, je vais faire appel à ta mémoire, Louis, oui. parce que je suis quasi sûr que tu as vu le film. Un mec, un film américain avec un espèce de beau gosse là, un peu mexicain, latino, je sais plus son nom, ça va peut-être revenir. Mandylor. Non, c'est bref, un truc qui a au moins 10 ans. C'est de la SF un peu. Il met un costume en latex et il se retrouve dans des dimensions parallèles. Il se tape contre un espèce de grand méchant avec des cheveux longs. Ah, mais c'est Grid Runner. La première cyberaventure en cyberespace à une cyber-vitesse. Grid Runners. Ouais. Oui, ça s'appelle. Rien à voir. Le mec, il est pas mexicain. Qui se tu racontes? Non, mais c'est Don the Dragon Wilson. Wilson. Putain, ce film. Mais ce film, il est mortel aussi. C'est un bon nanar, ça. Hein. Non, ce qui est le mieux dans le film, c'est la bande-annonce. Vous pouvez aller la voir sur internet, qui se termine par Don the Dragon Wilson dans son plus grand rôle. Alors, et le futur des arts martiaux ne sera plus jamais le même maintenant. On peut aussi donc dans ce cas-là parler de toutes ces bandes annonces qui sont vachement plus nanars que les films quoi. Oui. Il y a des bandes annonces qui te vendent des films mais t'as envie de les voir, genre Barracuda. T'as envie de le voir juste à la bande annonce quoi. Barracuda. Mais c'est comme, enfin moi Shark in Venice, j'ai pas encore vu le film, mais la bande annonce elle m'a vendu le film. Ouais, un requin tu vois, qui le se truc, balade c'est que ça se trouve, dans Venise. Ça se trouve, je te dirais, le regarde jamais, ça se trouve. Mais peut-être, oui. Non, mais tu vas être super déçu alors que t'auras eu un bon souvenir de la bande annonce. Est-ce que Eden pour vous c'est un nanar ou c'est un bon film? Non, c'est un bon film. Eden, ouais. Ouais. Ouais, c'est sympa. Non mais je vous parle de ça parce que je l'ai pas vu depuis super longtemps et que j'en ai un souvenir un peu particulier. Jack Shoulder, c'est un bon film. C'est un bon film ça a quand même gagné un Grand Prix à Boreas. C'est très 80. C'est vrai. Mais c'est pas un nanar du tout. Alors j'en ai vu un récemment qui m'a pas mal fait penser à Eden parce qu'il y a un truc qui fait beaucoup penser, c'est Night of the Crips extra sensu. Ouais. Extra sensu. On en a encore des bons. En fait, c'est un film. C'est une période où il y avait plein de mecs qui faisaient des films comme ça, qui étaient des films hommages, parce que c'est un film hommage à Corman. En fait, j'ai trouvé que le film était pas mal, mais je trouve qu'un truc comme Horribility c'est beaucoup mieux que ça en fait dans le genre. À moitié hommage, j'ai bien aimé. À moitié hommage, à moitié Gloomout, à moitié. Moi j'ai bien aimé Horribility. Je vais vous citer un film, vous allez me dire si vous considérez que c'est un nanar. Moi, je vous le dis tout de suite, perso, c'est un très bon film que j'adore. The Killer de John Woo. Mais on peut dire qu'il va tellement loin dans le délire que on pourrait le considérer comme un nanar. C'est Street Trash. Street Trash. Street Trash, c'est pas un nanar. Pour moi, c'est pas un nanar. Street Trash, c'est vachement bien. Non, mais je dis pas le contraire. Mais vous trouvez pas qu'il est tellement outrancier qu'il est limite borderline. On touche à un. Attends, on joue avec une bite quand même dans le film. Un nanar, c'est pas forcément outrancier. Un nanar, c'était pas un nanar parce que là où en fait, j'irais un peu plus loin dans ton propos, c'est que il y a une différence entre la manière dont nous on considère certains films comme nanar, je pense. Enfin, je dis nous. Les geeks. Non mais ouais, tu peux le dire. On est des cinéphiles, on s'intéresse à ça, donc bien sûr. C'est pour ça que je parlais d'Eden, parce que je me souviens que à l'époque où je l'ai vu, c'était avec des gens qui n'étaient pas forcément spécialement fans de cinéma de genre et tout. Et par exemple, eux, ils voient Chromosome 3, ils considèrent que c'est un putain de gros nanar, quoi. Ah mais attends, je vais même plus loin que ça. Et moi, j'ai des potes qui considèrent que la totalité des films de Carpenter sont des nanars. Ouais. Ça me fait mal aux fesses quand j'entends dire The Thing, c'est un nanar. Ça, c'est le médecin. Non mais bon voilà, non, il est évident là on va dire qu'on part du principe qu'on s'adresse à des cinéphiles. Ouais. Et que nous-mêmes on en est, donc mais voilà. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait. Et Street Trash, je suis désolé les gars, je reviens là-dessus. Il y a quand même un mec qui fond dans les chiottes, avec un plan complètement nana. Et d'ailleurs, il faut quand même préciser que c'est une nana qui a bossé sur les effets spéciaux du film et que c'est une meuf qui bosse pour Trauma à la base. Ouais. Non mais voilà, donc je veux dire, il y a. Moi la scène du mec qui fond dans les chiottes. Ouais, mais Trauma, même problème. Si on en parle vite fait, un peu le même problème. J'ai vu Poultrygeist. Ils assument de A à Z qu'ils vont faire un truc débilos. Poultrygeist, ça allait, c'est un peu long. Après j'ai fait j'ai vu Poultrygeist. Est-ce qu'il y a d'autres traumas comme ça? On m'a dit non. C'est limite le mieux rythmé de la boîte. Toxic Avenger 4. Ouais, les Toxic qui se matent quand même. Surf Nazi Must Die. Il est formidable ce film. Je l'ai pas vu. Surf Nazi Must Die, c'est vrai que Trauma, dans l'ensemble, dès le début, ils disent on va faire des films teubés, machin chose et tout, et il y en a plein qui sont juste regardables, quoi. Moi, je me souviens que je suis pas sûr parce que tout le monde adore, mais personne ne regarde. Mais c'est ça. Après, pareil, ça fait partie des films que j'ai vus il y a très longtemps et que peut-être que le revoyant aujourd'hui, je me dirais en fait, il l'avait fait exprès. Mais Surf Nazi Must Die, j'avais trouvé vraiment un côté dérangeant dans ce film quand je l'ai vu, quoi. Alors que pourtant.
Ça s'appelle Surf Nazi Must Die. Donc tu te dis, bon, ça va être drôle. Et je l'ai pas vu en fait, celui-là, mais est-ce qu'au moins il y a des surfeurs nazis? Mais oui, il y a des surfeurs nazis. Est-ce qu'ils meurent? Oui, il meurt. Bon, bah c'est bon, il dans a d'atroces rempli son souffrances. Mais du coup, moi, j'avais trouvé ça un peu dérangeant à l'époque. J'avais pas l'impression que c'était complètement assumé. C'est bon, on fait un nanar, quoi. Non, mais il paraît qu'il y a un trauma qui est bien. Je l'ai pas vu. C'est Mother Day, d'ailleurs, qui a été remaké récemment par Boozman. Ah oui. Ouais, mais ça, c'est pas un vrai trauma. C'est genre ils l'ont sorti. Je sais pas. Il me semble que Mother Ouais, Day, c'est comme Combat de choc. Ouais, c'est un trauma trop sérieux et tout. Ouais, effectivement. C'est pas non plus génial. Hein. Je sais, j'ai l'édition collector. Oh, faudrait qu'on fasse un podcast spécial trauma un jour, mais alors ça risque de saigner en fait. En fait, on parlait des perceptions des différents publics et c'est pour ça que par rapport au film indien, moi j'en ai pas trop parlé. En fait, j'ai pas trop quoi en penser. J'aime bien de temps en temps regarder un. Oui, ça me fait rire. Ça me fait rire les films indiens, les bandes annonces des films indiens. Ouais, mais en fait, mais j'ai un peu du mal. Comment ne pas se moquer de la scène d'intro de Dome 2 quoi? T'as jamais vu ça? Il y a un mec qui reste sous l'eau avec un jet ski pendant une demi-heure sans respirer, indien ou pas indien. À un moment, tu te dis mais c'est pas possible. Et le mec il sort de sous l'eau, il saute par-dessus un bateau quoi. Pourquoi pas? Mais là t'es indien ou pas indien? Alors ça serait Tom Cruise dans Mission Impossible ou James Bond, on n'y verrait rien à redire. Ah si, ce serait aussi ridicule. Voilà, sauf que ça cartonne. Ouais, mais ça cartonne dans le monde entier. Ça. Doom 2, ça compris en Inde. Doom 2, ça ne cartonne qu'en Inde. Il y a eu un Doom 2? Ouais, c'est dans le 2 cette scène-là. Ah, Doom 2 a rien à voir avec le jeu. Putain, vous m'avez fait peur. Non, tu connais pas Doom. Pourtant, Doom, le premier. Doom avec un H, le film premier du nom, attention, Doom, pour moi, c'est pas un nanar, c'est un très mauvais film. Doom, c'est un film de motard. Le Torque indien. Ouais, c'est un mélange entre Torque et Fast and Furious. Ah, mais c'est du lourd, il y a des plans de ouf dans le film. Attention. Surtout le sidekick comique a l'air vraiment pas drôle en fait. Je pensais que vous alliez me parler. Le problème, c'est que il y a un sidekick comique qui a l'air pas drôle. D-H-O-O-M. Et il est tout le temps dans le film. En fait, ça a l'air d'être un peu le Roy Scheider. Ouais, le Roy, pas Roy Scheider, mais enfin bref. Mais les personnages féminins sont courts vêtus, dis-moi. Comme dans tous les films indiens. Elles sont magnifiques, elles sont courtes vêtues, mais tu verras rien. Voilà, comme dans tous les films indiens. Voilà, exactement. Et elles chantent et elles dansent, d'accord. Comme dans tous les films indiens. Mais moi, en fait, c'est ça qui. Mais tu sais que c'est ça qui me retient sur les films indiens, c'est-à-dire que moi, en fait, je suis jamais rentré dans le trip danse, machin et tout, ça me fait chier. Ouais, mais là-bas, c'est tellement. Là-bas, ça fait partie de la culture. C'est dans la culture, et pour preuve, sur leur DVD, tu peux avoir que les scènes de chant et de danse. Tu peux faire des sélections de chapitres qui c'est un montage, dans les bonus, ils te mettent si tu peux regarder que les scènes de chant et de danse. Et tu peux regarder que les scènes où il n'y a pas de chant et pas de danse? Non. Et voilà. T'es pas indien, toi. C'est un pop très festif. Au bout d'un moment, en fait, je trouve ça super indien. Je pense que les Indiens, ils doivent avoir des films qui sortent chez eux qu'eux, ils considèrent mauvais comme des nanars, etc. Sauf que nous, on fait pas vraiment la différence, quoi. Bah, il y a un vrai décalage culturel et c'est sûrement le cinéma qui est le plus décalé avec le reste de la production en fait. Ouais, je pense, ouais. Les films chinois, même si après il y a toujours des particularités culturelles locales, etc. Mais les films chinois, les films japonais, je dirais que finalement ils sont pas si éloignés de notre modèle. Ça a eu tendance à se démocratiser de toute façon. Il y avait les films soviétiques aussi qui étaient assez en rupture. Qui sont vraiment basés sur d'autres principes, on va dire, que le cinéma qui se faisait ailleurs à cette époque-là. Mais c'est vrai que c'est pour ça l'Inde, je mets ça un peu à part. Moi, j'aime bien quand même de temps en temps, j'aime bien les scènes musicales, même si en général c'est ce qu'il y a de mieux dans les films. Donc, c'est souvent très bien torché, souvent c'est des gros clips super friqués. Parce que musicalement ça me fait chier moi en fait. Au bout d'un moment, c'est une question de culture. C'est tellement une question de culture que là, Disney ils font un film spécialement pour les Indiens quoi. Parce que t'as pas vu la chanson du bourdon dans Mission Cachemire, mec. Peut-être que c'est à cause de ça. Ouais, parce qu'elle est mortelle cette chanson. Effectivement. Mission Cachemire. Avec un Ben Laden de pacotille. Il faut que je cite rapidement. Allez, le mot de la fin. Ouais, j'en parlerai pas longtemps malheureusement. Ah ouais, mais enfin un peu quand même. Ninja Condor 13, qui est c'est un peu mon préféré. Acheté où, Louis? Oui, chez toi. Ouais. Non, mais sans déconner, les gars, je me rends compte que je vous ai fourni en nanar pendant des années sans savoir. 2000, c'était un peu l'usine. Merde alors. En fait, Ninja Condor 13, c'est une production film marque. C'est donc la société de Godefréau qu'on a évoqué au début. On a balancé beaucoup de noms, alors voilà. Tout retenu, j'espère. C'est pas un comme je disais, c'est pas un 2 en 1. C'est un vrai film d'un seul tenant, même si à un moment il y a la coiffure du mec qui est plus raccord, on voit qu'ils ont pas tourné au même moment. Ouais. Alors c'est avec Alexander Liu qui est un ancien champion de taekwondo taïwanais. Ouais. Et alors il est accompagné, non mais il est accompagné de son sidekick préféré, un grand black de 2 mètres qui s'appelle Eugène Thomas, qui est le meilleur sidekick noir que vous verrez de votre vie, je pense. D'accord. Vous pouvez aller le voir, qui joue un mec qui s'appelle Eddie, il affronte son maître qui s'appelle Lucifer. Enfin, Eugène Thomas.
Je suis en train de te dire qu'on va nous coller des électrodes sur la tronche et des bracelets au poignet qu'après on va nous attacher. Et qu'un connard va nous passer 20 000 volts dans le caisson. Et toi, tu restes là à me regarder avec tes yeux de peu. On dirait presque Rambo. Bordel, si toi tu t'en fous, pas moi, hein? C'est toujours les noirs qu'on tue. J'en ai marre, bordel, c'est vrai, quoi. Putain, fais quelque chose. Je vous passe les détails. À la fin, il y a une fusillade un peu à la John Woo, avant John Woo. C'est très sympa, mais en fait, c'est un peu paradoxal parce qu'en c'est pas tellement. Enfin, bien sûr, c'est un nanar. Il y a des têtes en carton, des bombinettes à fumer, un final qui a rien à voir. Enfin bon, bref. Mais c'est vachement rythmé en fait. Donc en fait, c'est à la limite du bon film. C'est un peu comme Story of Ricky. C'est toujours quand même à la limite. On peut pas dire que c'est nul, quoi. On y prend un certain plaisir à le regarder. Surtout toi, Louis. Oui, ben, il faut le reconnaître. Parce que je le dis ici devant vous. Mais Louis a quand même concocté un montage de au moins 4 ou 5 minutes de ce film et qu'il l'a mis sur YouTube, donc vous pouvez tout de suite chercher. Non, de Ninja Convertez. Donc voilà, donc c'est Louis qui a fait ce montage, sachez-le. Et là, vous allez voir que c'est juste du grand art. Juste pour terminer, en fait, Alexander Lou et Eugène Thomas, son pote black de 2 mètres, très drôle. Ils ont joué dans un truc taïwanais réalisé par Robert Tai qui s'appelle Ninja Final Duel. Et à la base, c'est un truc qui fait 13 heures, qui est passé à la télé, je crois. Alors, ils ont fait une version taïwanaise de 3 fois 1h40. Ils ont fait une version qui est sortie en Europe d'1h30, donc à la base on avait 13 heures de film. C'est les ninjas qui affrontent des Shaolin. Ils ont juste décalé une virgule, au lieu de faire 13 ils ont fait 1,3 donc oui, voilà. Mais alors du coup forcément on comprend rien. Bah ouais. C'est des ninjas contre des Shaolin. À un moment t'as le Alexander Lou, il est sur des araignées qui flottent sur l'eau, qui dirigent avec des flûtes, mais les araignées elles sont complètement statiques. Elles sont statiques parce qu'elles sont en carton forcément. Et en fait, comme j'expliquais tout à l'heure hors micro, il y a eu une suite, et en fait la suite c'est encore un remontage des trucs originaux, mais ils ont caviardé avec des scènes supplémentaires avec Rudy Ray Moore qui joue Dolemite. Oui. Et donc ça s'appelle Shaolin Dolemite, Ninja Final Duel 2. Et on n'a pas pu parler de Blacks. Fait, mais ouais, je pense que en fait le nanar c'est juste tu respectes rien. Ouais, c'est ça. Les droits, tu t'en fous. Le montage, tu t'en fous. Ouais, mais la mise en scène, tu t'en fous aussi. Il y a une époque en Chine. Dans les nanars très lourds, il y a la première adaptation de Dragon Ball. Oh oui. Ouais, bah, tu peux dire la deuxième aussi. Qui est assez fidèle aussi. Je l'ai pas vu la deuxième. Oh là là, mon Dieu. La première, il y a des trucs assez fidèles. C'est assez fidèle, je suis d'accord. C'est pas la deuxième, j'ai vu que la deuxième. Mais ça reste, voilà, on s'en fout de tout, on n'a pas les droits de rien. Laquelle avec Stephen Chow? Non, la toute première, c'est un taïwanais, non? C'est un film taïwanais, ouais, exactement. Philippin. Et François là, évidemment. C'est pas vrai. Le revoilà debout. François, tu vas te rendre malade. Avec le meilleur, c'est la légende des 7 boules de cristal. Il y a un truc, le truc qu'ils ont réussi dedans, vraiment, c'est Tortue Géniale. Ouais, il est vraiment dans l'esprit du dessin animé. Sorti chez Intégral Vidéo, donc qui est le roi de la Flying Jacket. Voilà, les rois surtout des DVD, on n'a pas les droits, des films, on les sort quand même. Je suis recherché par la police et je vis en Belgique. Attends, montre Intégral, c'est quoi le... Tiens, regarde, tu sais, c'est un peu comme Prisme laser. Oui, alors, juste des conseils, si vous voulez chiner des nanars, effectivement, si vous voyez le logo Prisme, faites attention, souvent des Flying Jackets, souvent des rips de VHS super sombres. Ouais. Souvent pas le même film. Le film qui saute au milieu. Oui, c'est ça, et souvent avec des sautes. Évitez les trucs belges, Baroque, Entertainment, c'est encore pire. Par contre, en trucs français, des nanars ou des films fauchés sympathiques, Dolphin Entertainment, souvent les copies sont correctes. Ils ont sorti des Fred Olen Ray, l'île des Komodos géants ou l'île des dinosaures Komodo. Bref. Ouais. Vous pouvez, alors évidemment, le cache machin, on va arrêter de faire de la pub. C'est un très bon endroit pour aller chiner, même si on sait jamais trop ce qu'on trouve. Hein. D'ailleurs, j'ai BMX Riders avec Nicole Kidman qu'il faut que je regarde, mais j'ai un peu peur. C'est vraiment BMX Riders. La suite de Skate Rider. Écoutez, ça a l'air vraiment sympathique. Et puis évidemment, Movies 2000, j'y travaille plus aujourd'hui, mais si vous croisez JPP, vous me passerez un petit bonjour de notre part. Bah ouais. Là-bas, il y a moyen de trouver encore du nanar. Je pense peut-être moins qu'à l'époque où j'y étais. En fait, peut-être il y a peut-être plus du Z qui des fois tire sur le nanar, mais on sait tous. Je pense que tout le monde sait que JPP a un amour, un vrai amour. Ça doit être un des premiers défricheurs de Z, nanar français. De Z, quoi. Voilà. Le Z pour le Z. Alors c'est assez spécial, mais il en faut. Comme dirait Didier Super.
Il y en a des biens. Voilà. Et on se quitte sur les images que vous ne voyez pas, mais de Métamorphosis. Alors on avait mis sur pause histoire de pas être trop dérangé par le film pendant qu'on podcast. Et là ça y est, on l'a remis. Et j'avoue que cette créature sautillante en latex vert me fait extrêmement plaisir. Ressemble au bébé un peu de V. C'est quand même mieux que des effets en CGI. Hein. Bref, n'hésitez pas à nous contacter si jamais il y a des films dont vous avez entendu parler dans ce podcast que vous avez envie de retrouver. Voilà, sur creepshop.com, on essaiera de vous renseigner le plus possible, ou sinon vous faites replay sur le podcast et puis vous notez avec vos petits doigts agiles les références de ces films incroyables qu'il faut absolument que vous ayez vus une fois dans votre vie. On se retrouve le mois prochain dans creepshop.com avec un podcast spécialement Stephen King, tu peux le dire, on va avoir 2 invités, on vous le dit pas. Mais ça, pour ceux qui aiment King, ça va être très très intéressant d'écouter ce qu'on va faire. On aura apprendre plein de trucs parce que je suis vraiment pas un grand spécialiste de King. On aura Bernard Werber et Stephen King. Ah, vous avez galéré, ça va être en anglais. Hein. Bon, en tout cas, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast consacré, donc vous le savez maintenant, à Stephen King. Passez une extrêmement bonne journée, ça ne veut rien dire, mais je vous dis. Et on aura une ferme avec des poulets aussi. Et ce sera sympa. Allez, ciao, à plus. Au revoir. Bye.